Bonsoir messieurs, dames, on va commencer. Déjà, merci de vous être déplacés, ça fait plaisir. En 14 jours, c'était compliqué d'organiser tout ça, parce qu'on a eu un call avec Anthropic le 1er décembre, et elle nous a dit, bah, vous êtes sur Strasbourg, nous on vient de la région du Sud, et on est venu par le marché Noël de base, et elle nous a mis au défi en 14 jours d'organiser un event, donc c'était très compliqué, donc merci beaucoup d'être là. Allez, on va y arriver, on est parti. Donc au niveau du programme, on a un concours. On a fait des bonnets parce qu'apparemment à Strasbourg il fait froid, il n'y a pas de soleil. Donc du coup, je vous invite à scanner ça. Vous allez arriver sur le post Instagram et dans la présentation, on fera le tirage au sort. Donc vous me dites quand vous allez scanner, je vous laisse une petite minute. Je peux laisser un micro-fond de musique genre pour cette partie-là. Je suis en... Okay. Pourquoi les copains du live? Je vous aime, vous êtes les boss. Oh là là. C'est bon? C'est bon, on est bon pour tout le monde? Parfait. Donc au niveau du programme de la soirée, je vais faire du coup l'accueil et l'introduction comme je viens de le faire. Je vais derrière, on va passer sur du coup les success stories. Pour la Q&A avec l'équipe Cloud Code, malheureusement ça a été décalé, donc peut-être qu'on aura des nouvelles pendant le live. Mais on essaiera, nous, de notre côté, de répondre à un maximum de questions. J'espère que vous avez préparé vos notes. Derrière ça, on fera la partie vision 2026. Comment est-ce qu'on voit Cloud Code France en 2026? Et comme je vous disais tout à l'heure, on a eu Martin Nielsen, du coup, qui est une responsable des sales chez Anthropic, qui nous a mis au défi de faire ça, justement pour pouvoir travailler avec nous sur toute l'année 2026 et pouvoir faire un petit peu un tour de France pour diffuser et évangéliser Cloud Code. Derrière ça, on aura une partie food and drinks et une partie networking. Au moins, on pourra échanger. Et c'est parti. Donc normalement, on était censé avoir une vidéo, mais Martine, elle n'est pas venue. Enfin, elle nous a pas envoyé de mail. Donc la team Cloud Code vous remercie d'être présent depuis les États-Unis. Normalement, c'était Daisy qui devait se libérer pour nous. Malheureusement, elle n'a pas pu. Donc on aura peut-être des nouvelles au cours de la présentation. Et je vais vous présenter du coup cette partie Cloud Code France qui va être faite du coup par Caroline, mon associée sur le projet. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir, merci à tous d'être venus pour notre premier événement Code France. Donc moi je me présente, je m'appelle Caroline, j'ai 24 ans et je suis développeuse iOS. Et pour vous donner un petit peu de contexte, de base, j'ai rencontré l'IA, on va dire, il y a quelques mois. Et je me suis posé énormément de questions parce que je suis junior et je ne sais pas s'il y a des juniors ici dans la salle, mais entre nous, quand on voit le marché du travail, il est un peu compliqué, on va dire, pour les juniors. Et je me suis un peu remise en question par rapport à ça, mais par rapport à l'IA. Je me suis dit, l'IA va me remplacer, ça va être catastrophique, etc. Et au fil du temps, j'ai appris à apprendre plus sur l'IA et le considérer plus comme un allié qu'un ennemi. Et c'est pour ça que je me suis lancée avec Adrien qui est à côté de moi sur notre communauté Claude qui fédère les développeurs, les entrepreneurs, les curieux de l'IA. Tout le monde est la bienvenue. En ce moment, plus de 290 membres actifs sur CC France. Et ça a été fondé donc, par nous, créateurs de contenu tech. Pardon. Et notre mission, c'est de démocratiser l'accès à l'IA assistée et de créer un écosystème d'entraide francophone. Puisque on est français et il y en a certains qui ne savent pas super bien parler anglais. Et on est là pour aider tout le monde et surtout de créer une communauté bien à nous, bien française. Sur Claude Code France, on vous partage des bonnes pratiques et des retours d'expérience. Vous avez aussi des documentations, des tutoriels à travers nos ressources, que ce soit sur le site web ccfrance.org. Vous avez aussi la chaîne YouTube, la chaîne Instagram, le School et la chaîne Twitch. Bon, ça fait beaucoup de réseaux, mais vous en faites pas. Il y a tout dans la présentation. Et du coup, on est aussi premier événement Claude France à Strasbourg. Et on espère pouvoir en faire bien d'autres durant l'année 2026. Donc comme j'ai été présenté juste avant, je suis le premier touché par l'IA. C'est un peu comme le cluster du Covid. J'étais au Canada, je faisais 15 heures, voire 18 heures de code tous les jours. Et j'ai fait un burn-out. Je me suis dit, il faut que je trouve un pays chaud parce qu'un deuxième hiver au Canada, c'est pas possible. Moins 40 degrés, j'ai pas supporté. C'était très sympa et je me suis dit, il faut que je trouve un pays où il fait chaud. Du coup, j'ai décidé de partir au Costa Rica. J'ai pris 3 mois de vacances et quand je prends des vacances, je déconnecte complet. Ça faisait peut-être 8 ans que j'avais pas pris de vacances. Donc 8 ans à faire des sas et c'était hyper compliqué. Donc j'étais vraiment épuisé par le fait de développer tous les jours, de manger des lignes de code. J'ai beaucoup appris, certes, mais derrière, forcément, il y a un épuisement mental qui arrive. Et quand tu reviens et que l'IA, elle fait en 10 minutes ce que tu as appris à faire en 20 ans, ton ego, il prend une grosse claque. Et du coup, c'est compliqué de s'y remettre. J'étais dégoûté par le code. Je ne pouvais plus ouvrir un seul IDE, mais la problématique, c'est que je suis entrepreneur. Je suis freelance à côté.
Et forcément, bah, c'est compliqué, tu as des clients qui attendent, donc tu prends du retard. Au total, j'ai pris 6 mois de retard. Et je voulais, entre guillemets, me battre contre l'IA, sauf que bah, l'IA, en fait, elle s'en fout. Elle fait exactement la même chose que tu fais, elle a tes connaissances, elle a tes capacités. Et aujourd'hui, bah, c'est hyper complexe de faire face à une IA et de combattre contre une IA. Donc derrière, j'ai essayé de négocier, je lui faisais faire des CRUD, donc create, read, update, delete. Mais derrière, bah, en fait, tu commences à t'y fier au fur et à mesure. Des fois, bah, elle ne correspond pas forcément, enfin, elle ne va pas vraiment répondre à ta problématique. Et ça, en fait, c'est un problème de contexte. Aujourd'hui, ma phrase classique est meilleur ton output sera, et plus intelligent tu seras en entrée, plus intelligent la sortie sera. Derrière ça, bah, quand tu comprends qu'elle fait beaucoup plus que des CRUD, tu es en négociation, et après tu passes dans une phase de déni, et tu es dans une phase de dépression où tu te dis, bah, en fait, à quoi va servir mon métier? Mon métier est fini, qu'est-ce que je vais faire demain? Et du coup, tu te remets en question. Et pour cette remise en question, je suis parti au Pérou, je suis parti faire une rédemption, et je me suis remis en question. C'est très touchant pour moi. Et donc, du coup, j'ai appris à accepter, je me suis accepté moi-même, j'ai fait la paix avec mon cœur, et j'ai fait 75 km de trek pour aller voir le Machu Picchu. Et c'est là où j'ai compris. J'ai compris que l'IA n'était pas là pour combattre contre nous, mais elle était là pour nous accompagner. Et je suis passé de dev épuisé à dev augmenté grâce à l'IA. Derrière ça, bah, j'ai compris que c'était une renaissance, parce que bah, aujourd'hui, tu vas passer. Enfin, le métier de développeur avant, c'était 80% des cas, tu résous des bugs toute la journée et tu te manges le cerveau. Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est un plaisir de développer avec l'IA, parce que toute ta partie user, toute ta partie admin, toutes les fonctionnalités de base que tu vas créer sur un SaaS ou sur une application, bah, tu vas les retrouver dans 80% des cas. Sauf que l'IA, elle était entraînée sur ça, donc elle sait le faire exactement. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu peux te focaliser uniquement sur la feature de ton projet et pas avoir, entre guillemets, ces parasites à côté où tu dois solve des bugs, tu dois, entre guillemets, jongler avec de l'OAuth ou d'autres systèmes d'authentification, ta gestion des utilisateurs, ta partie admin, etc. etc. Au final, tu as la tête comme ça, et je l'ai vécu pendant 20 ans. Et aujourd'hui, bah, on va dire qu'en janvier 2025, je mettais environ 3 semaines à sortir une application web. Aujourd'hui, tu me demandes un projet, en 3 jours, il est sur pattes, et surtout, il est en production directement. Parce qu'aujourd'hui, ma méthode de travail, c'est faire un POC directement sur mon ordi. Derrière, j'ai juste un fichier qui est un deploy.sh. Je le mets sur mon serveur. Et derrière, l'IA aussi, sur mon serveur, s'occupe de la mise en production. Et donc aujourd'hui, en 3 jours, on peut répondre à une problématique client, on peut mettre un proof of concept en place, on peut mettre un MVP en place, et derrière, on va venir avec notre recul. Donc forcément, il faut avoir de l'esprit critique, parce que faire confiance à l'IA à 100%, bah, ce n'est pas ce qu'on va demander aujourd'hui. Et je pense qu'on pourra lui demander ça peut-être dans 5 à 10 ans. Mais c'est une bulle, il faut en profiter. Et il ne faut pas du tout combattre contre l'IA, vous n'allez pas être remplacé, vous allez juste être augmenté. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va passer à la suite. Donc, on va passer à la partie success story. Aujourd'hui, nous, on a monté un groupe qui s'appelle Les Fous du Bus. Et ces Fous du Bus, il y en a beaucoup qui n'étaient pas du tout IA, pas du tout code, et qui avaient des problématiques de budget, par exemple. Aujourd'hui, tu es entrepreneur et tu ne travailles pas forcément dans l'informatique, bah, tu n'as pas forcément le budget pour te payer une équipe de dev ou pour te payer un développeur indépendant. Et donc, grâce à l'IA, grâce à Code, on a réussi à mettre en place pas mal de choses. Et du coup, on va commencer par Aurélien Fagioli, qui est créateur de contenu sur YouTube, qui était ancien prof de maths. Et vous pouvez l'applaudir, il est juste devant. Ben, enchanté, merci à vous. Je suis en effet un gars des Fujibus. Alors initialement prof de maths, oui, donc j'ai eu un master en maths, après encore 2 ans en école de business. Et j'ai eu ma première classe, on va dire, il y a 5 ans. J'ai eu mes freins, mes limitations. J'ai voulu commencer à enseigner sur les réseaux. Et là, j'ai eu des freins, c'est-à-dire que j'ai eu un plafond au niveau business, temps contre du temps. Bref, je me suis dit, ok, là, les réseaux ont vraiment une plus-value pour moi. Je me suis lancé sur YouTube, création de contenu. 6 mois, un an et demi, pareil, une vidéo par semaine, ça marchait plutôt bien, business qui fonctionne. Mais j'ai eu un frein dans la pédagogie, c'est celui de pouvoir transmettre à des élèves sur mesure. Quand on a une audience de 5, 10, 70 000, dur de transmettre comme il faut sur des coachings. Et là, j'ai découvert Claude Code très récemment. Micro ? Ah, ok. Technique. Ok. Et du coup, actuellement, j'ai mes coachings que j'ai lancés depuis 1 an. Donc, c'est du one-one avec mes élèves. Ça se passe très bien. Mais j'ai des élèves avec plus de difficultés que d'autres, et c'est dur d'avoir des exercices qui sont faits sur mesure. À chaque fois, je les fais, c'est très bien. J'ai des livres, tonnes de livres, ça marche très bien. Mais avoir un exo qui est fait dans la pédagogie et axé pour les élèves 1 à 1, là, c'est plus technique, c'est plus compliqué. Donc, ce que je fais, c'est ce que je fais en fait tous les mardis, tous les jeudis avec mes élèves. On s'enregistre, on fait les exercices, on s'entraîne, on travaille dessus.
Et Claude, derrière, prépare grâce à quelques petites astuces, alors que moi, je connaissais absolument rien il y a 5 mois dans l'IA. Mais grâce à ça, maintenant, en effet, je peux avoir des exos sur mesure, des stratégies, des méthodologies, des schémas. Et les élèves, ils sont vraiment friands de ça. Je kiffe la méthodologie, je kiffe la pédagogie, je kiffe aussi avoir des schémas explicatifs. Et là, avoir du sur-mesure, c'est vraiment juste une plus-value pour moi, pour mes élèves et pour mon business. Maintenant, depuis 7 mois, je me suis focus vraiment sur l'IA. J'ai voulu avoir un second business. Maintenant, l'automatisation IA, N8N pour ceux qui connaissent. Et il se trouve que, de la même manière, je connaissais absolument rien dans l'IA. J'ai commencé à découvrir, à me former, YouTube, Reddit, les réseaux, Google. Compliqué. Mais j'ai pris le temps, j'ai eu les freins, je passe 20 heures à bosser. Et avant, c'était évidemment, excusez-moi pour la concurrence, ChatGPT, on ne voulait pas, mais ça marchait très bien. Donc on screen l'écran, on l'envoie, on a le retour, ça marche, ok, on est débugué. Mais pareil, un frein, on se rend compte que l'IA nous caresse dans le sens du poil, on ne progresse pas, on a toujours les freins, on est limité, compliqué. J'ai rencontré les fous du bus il y a peu finalement, donc je crois que ça fait 3 mois que je suis intégré à l'équipe. Et j'ai découvert Claude, et notamment Claude Code. Et il se trouve que c'est la même chose. Pour l'apprentissage, c'est une dinguerie. Donc pareil, sur les réseaux, pareil, je commence à produire. Ça fait 4 mois que je poste toutes les semaines. Pédagogie, ça y va. Et pareil, pour apprendre, c'est incroyable. Et j'ai aussi découvert des outils comme le fameux MCP, pour ceux qui connaissent. Et un MCP qui est plugué à N8N pour automatiser, incroyable. Donc maintenant, je peux automatiser, donc apprendre sur le tas. J'ai mes freins, très bien. Je bloque, très bien. Mais au moins, j'ai mes solutions et je peux avancer, c'est ce que je fais. Et maintenant, je peux donc proposer à ma communauté, on va dire, l'accès à une connaissance qui est de base accessible que pour des gens qui sont dans le développement, pas le cas pour moi. Donc maintenant, je peux me former, c'est compliqué pour moi, mais je peux retranscrire la donnée qui est compliquée à un public qui n'est pas formé à ça. Et c'est pour ça que les gens me suivent sur les réseaux, en tout cas pour l'aspect automatisation. Ça plaît, en tout cas j'ai l'impression. Et maintenant, j'ai lancé ma formation il y a peu, pour former les gens maintenant à se lancer dans l'automatisation, se lancer dans le processus-là pour gagner du temps. Ça dépend de mon audience. J'ai une audience qui est à fond pour apprendre l'automatisation. J'ai aussi un tiers de l'audience qui est à fond pour apprendre, pour vendre. Et j'ai aussi un tiers qui est présent pour vraiment gagner du temps. Comment on peut faire? Donc finalement, je scrape, on va dire, 2 tiers de ma population pour apprendre, chose que je fais en tant que formateur initialement. Et maintenant, ça fonctionne. Donc grâce à Claude, en effet, je peux transcrire mon contenu pour avoir vraiment de la valeur et essayer d'avoir un truc sur mesure avec ma pédagogie. L'IA apprend grâce à ce que je fais. J'ai toujours ma manière d'enseigner, de faire, etc., etc. Mais Claude me permet littéralement de pouvoir aller plus loin et avoir vraiment je vois ça comme un collaborateur, en fait, pas comme un remplaçant. Il collabore avec mon travail, je vois ce qu'il fait, je vois comment il fonctionne. Il me comprend, on interagit, on passe des heures ensemble, comme un colloque. Et finalement, maintenant, j'ai un truc qui me correspond et m'aide. Donc grâce à monsieur avec ses plugins, le /WD, ça m'aide pas mal pour brainstormer. J'ai aussi d'autres processus que j'ai, des points MD. Je parle comme un petit boomer, mais en tout cas, ça marche très bien de mon côté. Et voilà, donc actuellement, ça m'a beaucoup aidé pour ma formation. Donc pareil, j'ai mes listes, comme j'ai toujours fait pour les mathématiques, c'est la même chose. Ça marche très bien. Mais maintenant, grâce à l'IA, je peux aller plus loin pour les métaphores, pour expliquer, pour les schémas, pour ci, pour ça. Donc c'est ce que je propose. Du coup, ça fait 2 semaines que c'est sorti. Et maintenant, je suis à fond dedans. Voilà. Donc maintenant, on a notre deuxième protagoniste, donc Maxence Gomez, qui était avant ingénieur R&D pour un certain groupe d'une ESN, et qui aujourd'hui en a profité de sa partie chômage pour lancer en tant que créateur tech sur Instagram. Vous pouvez l'applaudir parce qu'en 70 jours, il a réussi à atteindre les 10 000 abonnés. Et aujourd'hui, il est à plus de 16 000 abonnés. Bonjour à tous, moi c'est Maxence, comme a dit Para. Donc il y a 6-7 mois de ça, j'étais ingénieur en recherche et développement. Comme Para, moi j'ai eu une grosse phase de dépression, parce que c'était pas facile, surtout dans les ESN. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en ESN ici. Force à toi. Mais comme a dit Para, donc du coup j'ai vécu certaines choses qui étaient assez difficiles. Et durant la phase où j'ai dû me remettre, j'ai eu la chance d'avoir une opportunité. C'était donc une amie à moi, qui m'a dit: Maxence, t'aimes la tech, est-ce que tu aurais une idée pour que je puisse générer des comptes rendus hyper facilement? Je commençais un peu à réfléchir, je me dis oui, pourquoi pas. Donc j'ai commencé à utiliser les services de Google Sheet, Google Doc, où on peut mettre du code. J'ai fait 2-3 lignes de code puisque j'ai la chance d'avoir un background un peu technique. J'ai fait plusieurs masters, j'ai des notions de base dans la programmation. Mais la partie technique, ça me saoulait. Vraiment, la partie technique, comme disait Para, il faut travailler pour moi entre 3 et 5 ans pour vraiment être un bon expert en code. Et moi, j'ai pas envie de me prendre la tête pendant 5 ans à taper des lignes de code. Et c'est là quand j'ai rencontré Para il y a quelques mois. Et il m'a dit: mais en fait, t'as pas besoin en fait. Il y a une IA, il y a Claude Code, elle peut t'aider. Donc je commençais à l'utiliser.
Et ce que j'ai mis pendant 6 mois à faire avec Google Apps Script, Google Doc, bah, l'IA l'a compris très facilement. Elle m'a dit oh, t'inquiète pas, on va faire ça. Donc j'ai travaillé pendant de nombreuses heures avec Claude Code. Et grâce à ça, en fait, en on va dire à peu près 2 mois, j'ai réussi à créer un SaaS, alors que je suis un mec qui n'a, on va dire, a eu que des notions de base avec l'éducation nationale dans la partie programmation. Et donc j'ai réussi à faire un premier SaaS. Puis après, je me suis dit ah bah j'ai une idée, je vais faire un deuxième SaaS, puis un troisième SaaS. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez fascinant avec donc Claude Code, et comme l'a expliqué aussi Aurélien juste avant, c'est quand vous avez la bonne input, donc vous avez votre idée, toute la partie technique, vous allez pouvoir la déléguer. Et donc, je ne sais pas si ici il y a des gens qui ne sont pas développeurs de métier. Je connais 2-3 têtes, mais pour toutes les personnes qui ne sont pas développeurs de métier, sachez que vraiment l'IA, si vous savez bien lui parler, vous présentez bien l'idée, toute la partie technique peut rebuter, en fait elle va le faire à votre place. Et c'est ça aussi l'avantage pour moi de Claude Code, c'est qu'elle va vous comprendre, elle va vous proposer des améliorations. Et donc moi, comme l'a dit Para, moi je suis créateur de contenu à la base. Et pour la création de contenu, par exemple, je m'en sers, pas pour le développement, mais par exemple pour toute la partie prospection. Typiquement, donc je l'ai connecté avec des MCP à Notion. Donc j'ai ma base de données où bah, je recense toutes les marques avec qui je veux parler. Et puis je lui dis, bah, aujourd'hui, je vais communiquer avec Lexar, avec Sony. Donc je dis, je vais leur apporter de telle valeur, fais-moi un mail. Et au-delà de ça, au lieu de juste me rédiger un simple mail, par exemple, Claude a été récupérer des adresses mail sur LinkedIn en disant cette personne elle a tel métier, elle travaille donc à ce poste-là, on va pouvoir récupérer son mail. Et derrière, elle m'a dit, bah voilà, t'as le mail, t'as ce message-là, fais-le. Et en plus, si je peux aller encore plus loin, je le connecte avec, par exemple, un MCP sur mon Gmail, mon adresse mail, et je peux lui dire en une seule ligne, vas-y, envoie-lui un mail à ma place. Et donc ça, quand vous le faites sur 100, 200, 300 prospects, ça peut prendre des semaines. Là, avec Claude Code, je le fais en une après-midi. Et donc, quand on a compris ça, on se dit, mais comment je faisais avant? Pourquoi je faisais ça manuellement avant, en fait? Et c'est vrai que moi, je trouve ça vraiment incroyable. Ça m'a littéralement sauvé des heures, voire des mois de travail. Parce que là, ça fait, comme on dit, 3 mois à peu près. On a passé quasiment 900 heures en appel sur Discord. C'est des personnes qui ont vu certaines vidéos sur Instagram. On a passé 900 heures ensemble à travailler, à coder. On n'aurait pas été ensemble, ça m'aurait pris 2 ans. Quand on comprend ça, on se dit, mais pourquoi? Alors, je peux comprendre, comme disait Para, là, ce côté frustration de je suis développeur, parce que j'imagine qu'il y a comme des développeurs de métier. On va dire, je vais me remplacer, mais en fait, pour moi, je trouve ça tellement dommage de se dire, ok, il faut que je me bute pendant 3 heures, 5 heures, 10 heures à taper du code, alors que je pourrais déléguer ça et donner toute mon énergie à faire autre chose de bien plus valorisant, en fait. Je sais pas si vous captez un peu la notion, c'est qu'aujourd'hui, passer 10 heures derrière un écran pour faire un truc qu'une IA fait 5 minutes, mais c'est dommage, ça sert à rien, en fait. Alors bien sûr, il faut faire attention à ce qu'elle dit, ça reste une IA, mais comme l'a dit aussi Para tout à l'heure, puis il faut comprendre que vous avez une bonne input, bah, vous aurez quelque chose de propre derrière. Et je pense que c'est là où il faut mettre l'énergie. L'énergie, il faut la mettre dans la réflexion, dans comment on va travailler avec elle, ce qu'on va vraiment lui dire de faire. Et puis bah, après, en fait, il y a juste votre créativité en fait, qui est votre seule limite. Voilà, je n'aurais pas grand-chose à dire. Donc là, on rentre un peu plus dans le concret avec un ancien développeur, on va dire. Pas encore, mais du coup, Nicolas Laforêt, qui lui aussi s'est lancé sur Instagram. Il a atteint les 10K aussi, vous pouvez l'applaudir. Et donc, développeur et créateur, il est à la fois en entreprise et derrière, le soir, on le voit taffer, comme on vous disait. 900 heures sur un Discord, c'est pas rien. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Pour le coup, je sais pas, vous avez tous eu certainement ce rêve quand vous étiez gosse. Vous êtes à l'école, tout se passe bien. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que genre, vous êtes encore en pyjama. C'est à peu près comme ça que je me ressens. Parce qu'il y a 4 jours, avec MR, on a présenté cet événement, premier événement Claude Code France, à tous mes collègues. Donc ça fait une centaine de personnes et genre, je vois une ligne de personnes. Et vu ce que je vais raconter dans la présentation, je pense que je préférais être en pyjama. Pour le coup, je suis développeur, comme je disais, dans le monde de l'intelligence artificielle, dans le secteur bancaire. J'ai le rêve, je pense, comme tous les développeurs, de passer indépendant pour pouvoir vivre de mon métier. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai ouvert ma micro-entreprise il y a 7 ans, mais j'ai eu plein de blocages psychologiques la plupart du temps. J'ai mis 6 ans et demi à me décider à avancer, à faire quelque chose. Donc pendant 6 ans et demi, il y avait ma micro qui n'a pas bougé. Et du coup, il y a un peu plus de 200 jours, j'ai décidé de poster ma première vidéo. Pour les collègues, allez pas la voir et la donnez pas à mon chef, s'il vous plaît. Sauf que je me suis rendu compte que créer du contenu ou même développer, si on n'a pas créé notre système ou un genre de framework pour nous aider, on va souvent partir un peu dans tous les sens. Et l'opportunité que j'ai vue avec, au tout début, ChatGPT,
J'ai commencé avec ChatGPT, je pense comme la plupart d'entre nous, parce que ça a été le plus gros hit. C'est quelque chose où, comme par j'ai eu des blocages. Je l'ai utilisé pour scripter des vidéos, parce que c'était créatif et ça touchait pas mon métier. Donc au niveau de l'ego, je protégeais encore mon ego à ce niveau-là. Et l'interface n'était pas optimale, en tout cas pour la partie développement. Petit à petit, il y a des outils comme Cursor qui sont sortis, qui eux étaient visés pour les développeurs. J'ai voulu essayer, je me suis dit comme para, je vais l'utiliser pour des tâches faciles, faire du boilerplate. C'est très bien, ça fonctionne absolument parfaitement pour ce genre de choses. Et je voulais toujours garder cet aspect maîtrise sur le code. Sauf que petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens autour de moi qui n'étaient pas développeurs, qui sortaient des projets beaucoup plus rapidement que moi. C'est le gros coup, pour le coup, à ce niveau-là, que j'ai pris à Lego. Et j'ai décidé de me lancer un peu plus profondément sur la partie intelligence artificielle, laisser mon ego de côté. Et j'ai rencontré Para et les autres fous du bus qui m'ont appris, je pense, plus de choses dans la partie développement avec l'IA que je l'ai appris moi-même de mon côté. Je vais nuancer, je pense, le discours de Maxence et de Aurélien sur la partie technique, dans le sens où si on n'est pas développeur, je pense que utiliser l'IA, c'est quelque chose qui reste dangereux, dans le sens où une IA, si on ne lui parle pas de tous les points qui peuvent poser problème, elle va peut-être pas y penser, donc notamment la partie sécurité. Pour le coup, pour Aurélien et Maxence, ils n'ont pas vu la partie cachée, ils utilisaient le WD Framework qui a été développé par Adrien. Dans ce framework, on va utiliser des commandes et il va y avoir toute une partie sécurité qui va être cachée, entre guillemets. Et c'est cette partie-là, pour moi, que je trouve vraiment intéressante sur la partie création de code, en tout cas. C'est des développeurs qui permettent maintenant à des personnes qui sont non développeurs de créer de manière sécurisée grâce à des plugins qu'ils auront développés et qui pourront partager de manière complètement gratuite. Aujourd'hui, c'est open source. Vous pouvez aller sur GitHub, récupérer le plugin d'Adrian et développer des SaaS en une soirée. Si je prends un exemple, j'ai voulu faire une application qui était un calendrier de l'avant numérique. J'ai eu l'idée le 30 novembre, ce qui était un peu tard. Je l'ai eu vers 13h. Mais je me suis lancé. J'ai utilisé Claude Code. J'ai pas codé une seule ligne de code. Et ça m'a intégré l'authentification, les systèmes de paiement, absolument tout, de manière sécurisée. Et ça en 15 heures. J'ai fini à 3h du matin, c'était prêt. Et grâce au travail d'autres développeurs, on a moyen de justement partager ces compétences et faire en sorte que des personnes qui ne sont pas développeurs puissent créer des choses, des produits, des SaaS, de manière sécurisée, en tout cas. Au niveau création de contenu, je me suis lancé, j'ai mis, je pense, une centaine de jours où je parlais un petit peu de manière aléatoire. J'avais pas réussi à définir le type de personne à qui je voulais m'adresser. Et un jour, j'ai eu un déclic, je me suis dit, on va prendre, comme pour le code, on va essayer de structurer ça, faire un genre de framework. Et j'ai décidé avec Claude de définir la personne à qui je m'adresse. Et à partir de ce moment-là, les vidéos que je faisais étaient beaucoup plus ciblées et parlaient à une personne que j'avais définie moi. La personne, c'était typiquement moi il y a un peu plus de 200 jours. Un développeur qui a envie de devenir indépendant en définissant la situation actuelle et la situation rêvée, avec tous les obstacles qu'il y a entre, tu peux t'adresser à une personne et l'IA te permet justement de créer des scripts qui sont target, entre guillemets, qui sont ciblés vers une personne que tu auras définie. Et à partir de ce moment-là, mon contenu a commencé à parler à beaucoup plus de monde. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où il y a des vidéos qui ont commencé à péter, entre guillemets, parce que c'était des vidéos qui s'adressaient à des développeurs et à des personnes, au type de personnes que je voulais. Désolé, je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'était tout pour moi. Je vais te répondre. Du coup, il y a une question qui a été posée, c'est de quel plugin on parle. Donc on parle du WD Framework. C'est un plugin, du coup, sur Claude Code, vous avez la possibilité, en faisant /plugin, d'ajouter, de modifier ou d'apporter de nouveaux plugins. Donc nous, on a développé 3 plugins. Un plugin généraliste qui s'appelle GoDev,
un plugin plutôt orienté web, et un dernier plugin qui est plus orienté développement iOS. Le WD Framework dont on parle, c'est un plugin que j'ai développé qui permet en fait d'avoir un listing de commandes. Donc par exemple, tu as WD Analyze, WD Troubleshoot, WD Implement, WD Build, WD Improve, qui sont en fait des commandes qui sont pré-promptées, qui vont, tu vas les taper dans ton terminal, et derrière tu vas ajouter ton contexte. Et en gros, je sais pas, par exemple, tu bosses avec un Next.js, on va dire, tu vas avoir une erreur qui va pop en développement, tu vas juste copier cette erreur, écrire WD Troubleshoot directement dans ton terminal de Cloud Code et coller en fait ton erreur. Et lui va en fait avoir un workflow. Il va passer différentes étapes comme un développeur senior quand il essaye de résoudre un bug. Et il va, via ses process, essayer de dézoomer la situation, de comprendre d'où est-ce que vient le bug, quels modules ou quelles fonctionnalités sont touchées. Et derrière, il va le résoudre en moins de 5 minutes. Derrière ça, j'ai développé, au départ, il y avait 17 commandes. Aujourd'hui, il y en a 22. Et surtout, pour les profils comme Maxence ou les profils comme Aurélien, qui, eux, ne sont pas forcément tech, j'ai ajouté une commande qui s'appelle Brainstorm. Et en fait, au départ de ton projet, tu vas brainstormer avec l'IA sur ton sujet. Et elle va arriver en fait, à faire, si tu veux, un cahier des charges, ce qu'on appelle un PRD chez nous, qui va permettre à l'IA d'avoir une vision beaucoup plus large de ton produit, qui va te poser les bonnes questions, et derrière, via les différents modes, le plan mode ou le mode auto-edit, permettre à des non-développeurs de proposer une solution qui est saine et sécurisée. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en attendant. Dis-moi. Est-ce que ces plugins ils sont open source? Est-ce qu'on peut voir les prompts? Oui, bien sûr. Donc la question qui a été posée, c'est est-ce que les plugins sont open source? Bien évidemment. Aujourd'hui, Code, donc l'équipe de Cloud Code et l'équipe d'Anthropic, ne voulaient pas que ce soit le marché à la foire, entre guillemets, au niveau des plugins et que chacun vende son plugin à droite à gauche. Et donc, du coup, ils ont mis en place ce qu'on appelle une marketplace. Et donc, via cette marketplace, tu vas venir déposer un repo en public sur GitHub. Et derrière, pour installer ce plugin-là, tu vas faire /plugin. Derrière, tu vas mettre le nom d'utilisateur GitHub, / le repo. Et ça va directement récupérer le plugin sur ton terminal Cloud Code. Et derrière, tu vas pouvoir aller faire /plugin, aller dans Manage Plugin et installer le plugin de la marketplace que tu as installé. Aujourd'hui, tu as deux fichiers qui sont le marketplace.json et le plugin.json. Donc le marketplace, on va dire que c'est le marché global du développeur. Donc moi, par exemple, sur ma marketplace, actuellement, il n'y a qu'un seul plugin. Parce qu'au départ, le système de marketplace n'était pas réellement en place sur Cloud Code. Depuis, je n'ai pas mis à jour. Désolé, ça sera le cas sur 2026. Mais l'objectif, en fait, c'est d'avoir tous les plugins qui sont regroupés sur la même marketplace. Et derrière, quand tu fais /plugin, que tu vas dans Manage and Install, tu verras les plugins. Tu vas pouvoir les cocher, appuyer sur I pour installer ton plugin. Et derrière, tu auras accès à une vingtaine de commandes en fonction du plugin que tu as installé. Et pour répondre à ta deuxième question de est-ce qu'on peut regarder ce qui a été écrit à l'intérieur, aujourd'hui, c'est ce que je conseille. Comme ça, au moins, tu vois réellement ce que ça fait. Donc, par exemple, pour la partie troubleshoot, tu vas avoir un .md troubleshoot qui est au final une commande. Parce que pour rappeler, un plugin, en fait, c'est pas mal de choses. Tu as la partie /commande, tu as la partie hook, tu as la partie agent, et ça te permet en fait d'avoir quelque chose de complet. Et surtout, aujourd'hui, moi, je le vois en entreprise. Je forme des ESN à l'utilisation de Cloud Code, et tu as pas mal d'équipes qui bossent sur le même projet. Et forcément, quand tu utilises Cloud un peu dans ton coin, tu n'as pas forcément la même sortie chez tous les développeurs. Et donc, du coup, quand tu fais des PR, c'est un peu problématique. Et donc aujourd'hui, moi je suis spécialisé dans le développement de plugins pour les entreprises, de manière à ce que chaque développeur ait le même plugin. Et donc ça veut dire que peu importe le contexte que tu vas mettre en entrée, l'IA et le LLM de Cloud Code, donc Opus 4.5 ou Sonnet 4.5, vont suivre ce workflow, et il suivra le même workflow chez tous les développeurs, de manière à avoir un code uniformisé et un repo final uniformisé aussi. Voilà. Ouais. J'ai une question, c'est la différence entre les plugins et par exemple, parce que moi j'ai utilisé des Cloud aussi pas mal de fois et j'utilise spécialement la BMAD méthode, je ne sais pas si vous connaissez, Ouais. pour définir des agents. C'est quoi la différence justement entre les plugins et juste des MD qui définissent des agents, c'est-à-dire un développeur front, un développeur back, un debugger, un code reviewer, enfin tout ça, et des testeurs aussi. Et est-ce que les plugins, ils ont vraiment une valeur de plus que... Enfin, est-ce qu'il y a aussi des MD pour les contextes et tout ça, ou c'est juste définir des membres de l'équipe, enfin des agents? Ouais. Donc pour répondre à ta question, aujourd'hui, ce que tu me décris, c'est un peu plus la commande /agent qu'on retrouve du coup sur Cloud Code.
Et la différence que tu as entre des agents que tu vas créer directement dans Cloud Code et des agents que tu vas créer directement dans des plugins, la différence, elle est dans le contexte. Aujourd'hui, quand tu vas démarrer ton Cloud dans un dossier, il va charger énormément de contexte parce que tes agents, ils sont entre guillemets en local. Alors que quand ils sont en mode plugin, ils vont se déclencher uniquement quand tu vas utiliser ce plugin-là. Donc imaginons, tu bosses avec le WD Framework. Si tu as besoin d'un agent front-end, il va se démarrer uniquement quand tu vas lancer des commandes qui sont en rapport avec le front-end. Et en fait, ça va te permettre d'alléger ton contexte dans un premier temps et de ne pas, entre guillemets, mélanger tes web, tes parties plus logicielles si tu fais du C# par exemple, ou du Java. Et donc, ça sera beaucoup plus léger au niveau du contexte parce qu'aujourd'hui, pour rappel, vous avez 200 000 tokens de contexte sur une session Cloud. Et donc, si vous ne voulez pas arriver à un autocompact trop rapide, bah, il faut essayer de l'alléger au maximum. Et donc ça, bah, on essaye de bosser dessus avec les plugins. Ouais, c'est ça. Docker, ils ont fait justement un marketplace d'MCP. Ouais. Parce que là, des utilisateurs qui utilisent beaucoup d'MCP et du coup, ils se retrouvent à la demande. Ouais. Uniquement ce que tu... C'est ça. Et donc du coup, les plugins, ça a pour but d'alléger justement la solution derrière ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, pour vous matérialiser un peu plus, le fait qu'on peut développer des applis énormes sur le marché, je vais vous présenter une application que je suis en train de développer pour un client, qui est un ERP pour les magasins d'achat et de revente d'or. Comme vous pouvez le voir, je n'ai rien codé. Tout a été fait uniquement par l'IA. Au départ, c'était compliqué parce que sur les premières versions de Claude, avec Sonnet 3 et d'autres modèles de LLM proposés par Anthropic, j'arrivais pas forcément à développer tout ce que je voulais, mais je savais que plus on allait dans le temps, plus les LLM seraient entraînés et plus on pourrait faire des choses de fou. Donc je me suis concentré plus sur la partie gestion utilisateur au départ, sur la partie authentification, et derrière, pour faire du calcul d'or en fonction de si c'est de la masse, si c'est de la monnaie, si c'est des bijoux, bah forcément il y a des règles qui s'appliquent, il y a des taxes qui s'appliquent aussi, et ça pour un LLM basique, entre guillemets, c'est assez complexe. Aujourd'hui, avec un Opus 4.5, il résout ça en moins de 10 minutes, et pour vous montrer un petit peu la puissance, derrière, j'ai un peu la flemme, je suis un développeur, et du coup, je leur ai fait un système de report de bug que vous pouvez voir en bas à droite ici. Ils vont sélectionner, c'est une interface, une fonctionnalité, une performance, une sécurité ou autre. Ils vont décrire la priorité, faire une description du bug et une étape, les étapes pour le reproduire. Et derrière, ils vont spécifier le comportement attendu et le comportement actuel du bug. Et derrière, moi, je vais aussi récupérer les erreurs dans la console, de manière à donner un maximum de contexte au LLM. Et s'ils veulent mettre des screenshots, ils peuvent le faire aussi. Derrière ça, je pense que vous voyez où je veux en venir. J'ai développé un petit système où ici, vous voyez des bugs qui ont été report. Moi, je vais juste aller regarder le bug ici. Et derrière, j'ai développé un agent qui s'appelle le Orvi Agent, qui va aller lire la base de données, qui va récupérer le contexte du bug, qui va lire les screenshots, parce que forcément, il y a un OCR au sein de Cloud Code. Et du coup, j'ai automatisé mon solve de bug directement sur le RP. À l'époque de Sonnet 4.5, il galérait un petit peu. Aujourd'hui, avec l'ère d'Opus 4.5, il a résolu une vingtaine de bugs en 10 minutes. Des bugs, par exemple, d'ajustement de prix. Il voulait, par exemple, si ça fait 0,96, il voulait que ça arrondisse au chiffre du dessus pour pouvoir faire un effort et un geste commercial au niveau du client. Ça, j'ai peut-être fait 10 ou 20 sessions avec Sonnet 4.5. Il ne comprenait rien du tout. J'avais toujours une virgule de décalage ou 2 ou 3 centimes en plus. Sonnet 4.5, en moins d'une minute, c'était... Enfin, Opus 4.5, pardon, en moins d'une minute, c'était fait. Et il a enchaîné les bugs comme ça. Et donc aujourd'hui, j'essaye d'automatiser un maximum. Je vais juste lancer l'agent. Je vais faire un /orvi agent, un espace, l'ID du bug. Si j'ai du contexte à lui donner et que j'ai le temps de lui donner du contexte, je vais lui rajouter. Sinon, je fais entrer. Et en 5 minutes, c'est fait. Et surtout, à la fin, il vient marquer le bug en tant que résolu. Et s'il n'a pas trouvé le bug, il va demander des précisions. Il va mettre une note admin, comme il a pu le faire, par exemple, sur un des bugs qu'il y a ici. Peut-être on va aller sur la partie archivée. Ouais. Il crée tout, il fait le commit, il fait le push, parce que du coup, sur le WD Framework, vous avez une commande. Ouais. Comment? Vous validez quand même la MR. Oui, bien sûr, on regarde ce qu'il fait, on met en pré-prod, et une fois que la pré-prod est faite, parce que ça, c'est un service de pré-prod, comme ça, au moins, dès qu'il y a un bug qui est envoyé, l'IA va corriger quasiment instantanément le bug. Et du coup, bah, ils vont pouvoir faire des reports et itérer au fur et à mesure. Et du coup, au final, c'est même pas moi qui utilise Cloud Code, c'est le client via l'interface visuelle. Donc là, si on va dans la partie archive, je ne sais pas si j'ai accès au bug ici. Donc là, si on trie, peut-être dans les statuts, non. Je vais essayer de vous montrer un exemple.
Et donc normalement, en fait, ils sont tous en statut résolu. Mais par exemple, si on va dans les derniers bugs qui ont été remontés, là, ici. Donc là, l'utilisateur a fait son report de bug. Et derrière, Claude Code, il est venu mettre ses petites notes admin. Donc il est venu dire, je connais la cause du problème, je te propose une solution. Derrière, il m'explique tous les fichiers qui ont été modifiés. Comme ça, au moins, moi, je peux aller voir si ça correspond bien à la demande qui a été faite. Derrière, il va faire le testing. Parce que dans le WD Framework, vous avez une commande finalize qui va lancer un lint, ce qui n'est plus le cas sur Next.js 16 aujourd'hui parce que c'est déjà préintégré. Mais par contre, il va faire le type check, il va tenter de build en local, et derrière, une fois que le build fonctionne, il va checker l'ensemble de l'application pour voir s'il y a des failles de sécurité qui serviront forcément à Maxence et Aurélien. Et derrière, si tout est bon, il fait le commit, il écrit le commit, et il fait le push. Et derrière, nous, on fait la vérification. Si la vérification passe, on déploie et quasi tout est automatisé aujourd'hui. Voilà. Donc c'était la petite démo. Derrière, on va passer à des fous furieux du bus, cette fois-ci. Je prends ta question avant. Ça manque un peu de scrapping automatisé pour qu'ils testent s'il y a encore le bug ou pas. Alors ça, c'est prévu dans les prochaines versions de Claude Code et tu fais bien d'en parler. Donc la question était, ça manque d'automatisation. Vous avez une extension pour les forfaits max x5 et les max x20 qui s'appelle Claude Chrome. Et donc l'objectif sur 2026, c'est d'arriver à lier Claude Code et Claude Chrome de manière à ce que Claude Code crée un prompt par rapport au bug qu'il vient de résoudre, l'envoie directement à Claude Chrome et Claude Chrome va prendre les screenshots, tester point par point, voir si le bug a été résolu et faire un rapport et recommuniquer avec Claude Code derrière pour soit lui valider le fait que le bug a été résolu, soit lui lister les problématiques qu'il a eues ou les erreurs qu'il a rencontrées pendant le process. Donc on essaiera peut-être sur la fin de vous montrer un peu le plugin, comment il fonctionne. Aujourd'hui, il ne fonctionne que sur Google Chrome. Vous avez un panel sur la droite et on va en profiter pour faire une démo, en vrai de vrai. Donc si je vais ici, hop, vous voyez en haut à droite, j'ai un petit plugin avec un petit panel. Et je sais pas, je vais lui dire, cherche-moi un clavier sur Amazon par exemple. Ça, c'est Anthropic qui l'a développé. Vous y avez tous accès pour les formules en max, x5 et x20. Et donc là, il va créer un groupement d'onglets juste en dessous. Il va me proposer le plan. Derrière, je vais pouvoir l'approuver. Et du coup, vous pouvez le faire fonctionner avec tous les modèles, IQ, Sonnet et Opus. Et derrière, il va se rendre sur Amazon et il va faire votre recherche à votre place. Vous pouvez l'utiliser pour Figma, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle plateforme, même des choses sur lesquelles il n'a pas été entraîné. Par exemple, moi j'utilise sur un logiciel de facturation. Je suis développeur, j'ai la flemme, il faut facturer des clients. Et je lui dis il faut facturer tel client avec tel tarif, avec tel détail. Et il va se rendre sur le site et il va aller chercher. Donc là, il est un petit peu long parce qu'en fait, à chaque étape, il va prendre des screenshots de la partie qu'il y a ici. Il va les envoyer au serveur. Le serveur va analyser avec le LLM et va faire une réponse et du coup déterminer une prochaine action. Donc là, il a pris le screen, il a vu qu'il était sur la homepage avec l'OCR. Derrière, il est venu taper clavier dans la barre de recherche. Vous voyez, je ne touche pas le clavier. Et derrière, il va justement scroller et faire une proposition de clavier par rapport, je ne sais pas si vous lui avez mis un budget par exemple, il va vous faire un top 4 des claviers qui correspondent à votre budget et à votre besoin. Il va aller regarder les reviews et il va faire le travail d'un créateur de contenu par exemple, qui veut faire une review de certains claviers. Derrière, il aura le top 4 des claviers qu'il peut présenter sur de la création de contenu par exemple. Et donc là, du coup, il m'a fait des claviers gaming haut de gamme par exemple. Bon, apparemment, il a envie de geeker. Donc du coup, il m'a proposé 2 claviers SteelSeries, un iCleaver et un Trustar of French. Et derrière, il fait un peu de tout ce que vous lui demandez. Ça, vous pouvez l'installer directement sur votre Google Chrome. Donc comme je vous disais juste avant, on va passer au fou furieux du bus. Je vous demande d'accueillir Gabin et Mathieu qui vont vous présenter une génération de propositions commerciales sur l'IA. Il y a 2 micros. Alors, Bonsoir à tous, alors du coup, moi, c'est Gabin Mérieux. et moi Mathieu Carbonnier. Voilà. Alors pour la petite ref, moi je suis un ancien étudiant d'Epitech Paris, donc je suis un peu comme à la maison ici, en sang à l'aise. Je sais pas si vous en avez des étudiants Epitech là ce soir. Putain le bide. Ah, ok, voilà. Donc nous on a une approche bien plus orientée développement. Effectivement, du coup, Gabin et moi, on est tous les deux développeurs donc, pour une société basée en Suisse. Et on avait une problématique. Attends, on va juste finir la petite présentation avant, parce que vu qu'on est un peu sur de l'évangélisation ce soir, on va parler un peu d'expérience, retour sur expérience sur Claude Code avant de rentrer en détail sur la solution qu'on a pu développer pour notre entreprise. C'était vraiment l'idée de résoudre un besoin spécial de notre entreprise et de qu'est-ce qu'on tire de Claude Code et qu'est-ce que ça a vraiment changé pour nous. Donc concrètement, avant Claude Code, moi je voyais un peu les agents IA, etc. C'était sympa. ChatGPT, tu lui mets des bugs et ça
donne du code, bon, ok, ça passe, mais c'est toujours un peu laborieux, il faut toujours repasser derrière et c'est jamais vraiment, tu te sens pas vraiment augmenté. Tu peux avoir la flemme de résoudre un bug, mais bon, une fois que c'est passé, bon, c'est au final un peu chiant. Et un soir, Adrien m'a appelé, il m'a dit mec, j'ai un truc à te montrer, tu vas être choqué. Donc, je ne suis pas passé par la phase dépression, anxiété, etc. Moi, j'ai juste, on m'a ouvert la boîte de Pandore dans les yeux, j'étais complètement choqué parce qu'en fait, dans notre entreprise, concrètement, on avait un besoin, on essayait de développer des comportements agentiques. Donc, c'était vraiment l'aspect technique derrière comment on construit vraiment un agent IA avec un LLM. Donc, c'est-à-dire construire de la logique, construire de la réflexion derrière et pas juste utiliser la puissance brute du LLM qui recrache du texte. Donc, c'est voilà, convertir des actions, etc. Et on avait commencé à réfléchir à une approche donc, vraiment de développement. Donc on prenait des libs open source et on commençait à réfléchir comment on allait pouvoir mettre ça en place. Et Apparama a appelé et m'a montré Claude Code avec la magie du langage naturel et des points MD où globalement on pouvait juste créer des comportements agentiques avec du langage naturel. Donc, moi, ça m'a complètement fait vriller parce qu'en fait, dans la programmation, ce qui est cool dans la programmation, enfin, c'est mon point de vue, c'est tout l'aspect logique architecturage. On est en train de penser un applicatif, on répond à un besoin. Et donc après, il faut passer par l'étape de la programmation et tout ce qui s'ensuit, donc c'est-à-dire les bugs, etc. Alors qu'avec Claude Code, on peut directement énumérer ton besoin, énumérer ton architecture et vraiment penser avec lui la solution finale avec du langage naturel. Et donc ça lisse énormément l'expérience. Donc avec ça, on a commencé à expérimenter beaucoup. On a utilisé des plugins, donc comme ceux qu'a fait Para, enfin Adrien et d'autres. Donc on pourra parler un peu plus tard, qui s'appelle SuperCloud, qui est vraiment un plugin plus généraliste qui permet des capacités un peu similaires, mais voilà sur une beaucoup plus grande variété de langages et de types de produits qu'on veut pouvoir générer. Donc avec ça, on a commencé, on a pu on va pouvoir présenter un peu l'idée qu'on a voulu mettre en place pour l'entreprise, en plus de notre boulot. Parce que, alors, nous, on est dans une société de services, et l'idée, c'était de pouvoir faire ça en plus pour essayer de choquer un peu nos potes développeurs de notre boîte. Effectivement, oui. Quand Adrien a parlé du coup de Claude Code à Gamin, j'étais avec lui et on s'est dit c'est révolutionnaire, il faut qu'on l'utilise et il faut qu'on pousse notre entreprise à l'utiliser. Et donc pour ça, on a une problématique de notre entreprise. Donc comme Gabin a dit, c'est une boîte de consulting. Qui dit boîte de consulting dit qu'il faut staffer les consultants. Et donc pour staffer les consultants, on a besoin de répondre à des appels d'offres pour récupérer des projets. Mais toute la partie appel d'offres nécessite du coup un passage avec peu de valeur ajoutée qui est répondre à l'appel d'offres en rappelant le contexte client, également en mettant dans cet appel d'offres, dans cette proposition commerciale, tout le contexte de comment on va répondre à votre besoin. Et tout ça, en fait, pour généralement une réponse à un appel d'offres, on va passer environ 4 à 5 heures pour les petits appels d'offres et ça peut vite monter pour les gros projets. Et on s'est dit, ok, c'est principalement de la rédaction, on peut l'automatiser avec de l'IA. Et c'est justement ce qu'on a fait avec le Kim Templater pour justement passer d'une demi-journée à peu près 20 minutes pour rédiger une réponse à une appel d'offres. Voilà, on va essayer de switcher un peu sur un aspect démo. On va espérer que ça ne plante pas parce qu'on ne sait pas. C'est un serveur de dev. Donc, l'idée, c'est que. Alors, bon, c'est pour présenter rapidement la solution. On ne va pas non plus rentrer trop dans les détails parce qu'il y a du jargon un peu technique de notre entreprise. Ce n'est pas spécialement ce qui est important maintenant. Donc, on peut uploader un template. Donc, un template, c'est quoi? C'est juste un document Word qui est formaté avec les couleurs de ton entreprise. Donc, nous, on a les couleurs de Kiminfo, qui est prompté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des brackets qui sont délimitées pour avoir des zones de contenu générées narrativement, qui peut prendre des conditions, En fait, bon, on va éviter d'aller trop dans les détails. L'idée, c'est que on envoie un template Word. Ici, on peut lancer une analyse. Donc là, on le branche, on l'envoie sur des LLM. En fait, on parse le fichier et on a notre propre système d'analyse sémantique. Donc, on va découper le fichier en plusieurs placeholders qui après vont être exportés pour extraire un contexte de document. Avec ça, globalement, on a accès à un petit chatbot. Donc là, il était déjà analysé. Voilà. On va essayer de gagner du temps parce que des fois ça... Donc l'idée, on a un chatbot. Et ici, donc dans cet écran assez simple, on a la liste directement de tous les champs
Donc ça, il n'y a rien qui a été hard-codé, hein. Ici, tout ça a été extrait automatiquement du document Word qui a été généré à l'origine. Donc là, voilà, c'est du jargon technique, le nom du client, le titre de projet, le type de candidature, etc. Et ici, on a notre super chatbot qui nous dit « Ok mec, ici, je suis là pour te faciliter la vie, donc je suis là pour t'aider à rédiger ta proposition. » Donc soit tu me dumpes plein de fichiers, des exports de mails, un compte rendu de transcript, réunion. un transcript de réunion avec un client, un document Word que tu as dirigé, des notes que tu as prises sur le côté. Tu peux simplement lui copier ou bien essayer de construire cette propale avec lui directement, donc en lui posant des questions comme tu poserais à ChatGPT. Donc là, par exemple, alors, on a l'effet démo, on va prier. Hop, on a un petit test. Alors lui, c'est bon, c'est un petit document qui est pensé pour optimiser. Donc là, ça va remplir beaucoup de champs d'un coup, normalement. Allez, ouais. Et en fait, Putain. l'idée, c'est vraiment qu'on peut mettre tout le contenu, tout le contexte qu'on a. Alors, même si c'est mal formaté, on peut tout lui donner et lui, le LLM, va se contenter d'essayer de comprendre un maximum de choses de ce qu'on lui a donné. Donc, on peut vraiment mettre les infos en vrac, revenir, dire au final, je me suis trompé, on va changer cette info, etc. Le LLM est capable de faire ça et de comprendre. Donc là, on peut voir que du coup, Gabin a donné le fichier texte et il a réussi à extraire du coup du fichier texte qu'on lui a donné tout plein d'informations. Donc 17 chances sur 22. Et par exemple, on peut revenir derrière, on se dit oh mince, je me suis trompé du nom de client, ok, change-moi le nom de client, c'est pas Toto Industrie, c'est Toto et compagnie. Alors, est-ce que ça marche? Hop. Bon, c'est pas mon clavier et on n'est pas vraiment des Apple, donc on a un peu. Voilà, du coup. Bon, il corrige même les fautes d'orthographe, et ça, c'est magnifique. Et donc voilà, on peut voir que là, le nom de la société a changé. Donc l'idée est de donner un outil de facilitation pour tous les personnels, tout le personnel de la production pour extraire rapidement et gagner du temps. Donc là, on va pouvoir générer un petit document. Donc, alors, il faut savoir, outre l'aspect un peu sympa de la solution, ce site en entier a été fait en à peu près un mois de travail sur notre temps libre, en plus de la boîte, hein. Donc nous, on est sur de 8 à 9 heures par jour, donc on n'avait pas beaucoup de temps. Et donc on a pu avoir pas mal de cycles d'itération. Donc là, on va meubler un peu parce que ça peut prendre à peu près 1 minute pour générer un document. On va voir un peu ce que ça donne. Et en fait, du coup, alors, je ne sais pas si on a vraiment le temps, ça va dépendre. Est-ce qu'il y a beaucoup de développeurs ici ce soir? Est-ce que ça vous intéresse de rentrer un peu plus... Oh, bah voilà, on a des fans. Il n'y a que ça. Est-ce que si ça vous intéresse un peu de rentrer dans plus de détails sur les pratiques qu'on a mis en place pour récupérer et en fait, mettre en place des processus de développement et de R&D, parce qu'en fait, c'est principalement de la R&D. Ici, on n'est pas sur un SaaS standard, on est vraiment sur résoudre un problème très spécifique et avoir vraiment une compréhension sémantique d'un contexte et comment on transforme ça en une partie programmation, forcément, et une partie inférence des données. Il y a plusieurs types d'opérations qui sont faites. Alors là, on avait préparé des petits documents. Donc ça, c'est à quoi peut ressembler un template avant, donc quand on l'ingère et qui va être analysé par du coup le LLM. Bon, on va peut-être présenter d'abord le fichier qui a été généré. Tu vois le résultat avant, ok. Et oui. Hop. Donc voilà, donc là on a ce document qui a été voilà, rempli. Bon, là c'est Toto Industrie, bon, on avait changé le nom, mais il a été généré avant. Et du coup, ici, on va pouvoir voir... Il faut savoir que nous, on l'utilise principalement sur Word, sur notre entreprise. Là, c'est Google Doc, donc il se peut qu'il y ait du formatage de fichiers qui ne correspond pas forcément à notre réalité, on va dire, en entreprise. Bon, c'est du détail, mais là, on peut voir que en fait, ça va générer vraiment un document avec un jargon très commercial, genre Toto Industrie opère sur une plateforme e-commerce nécessitant un accompagnement technique dédié pour garantir son bon fonctionnement au quotidien et soutenir son développement. Bon, voilà, on a un jargon très professionnel, très cadré, vente. Et en fait, sur de la relecture, donc on a pu, en fait, on s'est basé avec des retours sur les product owners qu'on avait dans notre entreprise, etc. Et vraiment, il y a un jargon, une structure la construction du narratif est quand même très cohérente. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec la solution qu'on a déployée, en fait, n'importe qui peut prompter son document Word. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des mots-clés qu'on peut renseigner ici, donc titre de proposition, nom de client, référence, document, etc. Mais quand on va vouloir avoir quelque chose d'un peu plus sympatoche, on va pouvoir du coup prompter directement dans le Word avant de l'envoyer dans la solution. Donc, ça veut dire que nous, dans notre boîte, chaque BUM, en fait, ils ont leur propre pattern, leur propre style d'écriture, leur propre document, et ils le pitchent à l'IA directement dans le process, analyse, et ils arrivent à sortir des documents qui sont
pertinent pour eux, sans avoir une trop grosse phase de réécriture derrière. Donc voilà, ça c'est... Après voilà, je ne sais pas si... donc ça c'est dans le contexte global de l'application sans rentrer dans trop les détails. Je ne sais pas si vous voulez un peu plus de détails, s'il y a des questions particulières, sinon on peut peut-être passer sur qu'est-ce qu'on a utilisé comme process de développement pour réussir à avoir ce genre de... Ah, je connais une question. Comment vous récupérez le contexte de la demande client en fait? Parce que moi j'ai un appel d'offres, c'est 100 pages d'un PDF insupportable, plus toute notre documentation interne. Comment vous arrivez à mélanger tout ça pour sortir un document en fait? Alors du coup, dans un premier temps, donc là il faut vraiment prendre en compte, c'est un MVP. Donc c'est une première version qui, l'idée était de donner encore une grande liberté pour les utilisateurs de la solution. Concrètement, là, pour tout ce qui est contexte client, c'est à l'utilisateur de le fournir. Pour faire ça, c'est pour ça qu'on a mis en place le système où on peut uploader des fichiers directement dans la solution. En fait, vraiment, le but est que tu peux dump toutes les infos que tu as, tu ne réfléchis pas. Tu sais que tu as fait une propale avec un client, tu as eu un résumé, tu as un débrief de réunion, un transcript, n'importe quoi, tu dumps là-dedans. Lui, il va te proposer une première interprétation. En fait, ce qui est sympa, c'est que tu peux itérer avec lui. Une fois que tu es dedans, là, donc il te montre sa compréhension, tu peux regarder un peu ce qui est fait dedans. Là, il ne te montre pas forcément le contenu généré, mais voilà, tu peux cliquer sur générer une fois. Et là, tu vas pouvoir rentrer dans une étape d'itération. Donc, le document qui t'a généré n'est pas cohérent sur X ou Y point. Tu veux corriger, par exemple, un plan d'implémentation sur la partie produit, le cahier des charges ou le planning qui n'est pas bon, le budget n'est pas bon, etc. Tu peux du coup continuer à converser avec lui et régénérer un nouveau document qui va prendre en compte toutes tes modifications. Donc l'idée voilà, est de garder quand même une grosse partie autonomie pour tout le personnel métier là-dedans. En fait, l'idée, c'est quand même que ce soit un outil générique. Là, tu lui files n'importe quel template, il sait retomber sur ses pattes et il sait extraire l'intention derrière ce template, qu'est-ce qu'il est censé en faire et c'est quoi l'origine, enfin c'est quoi le but. Ouais, l'idée, c'était principalement de gagner un maximum de temps. Donc, si on est obligé de décortiquer son gros fichier de 100 pages pour extraire le contexte du client, c'est pas intéressant. L'idée, c'était vraiment, on balance tout, le LLM se débrouille. Ah. Je ne sais pas s'il y a une dernière question sur la solution en elle-même. Après, on peut faire un peu de tour sur qu'est-ce qu'on a utilisé comme process pour développer ça. Parce que c'est principalement de la R&D du coup. L'idée, donc on a eu plusieurs étapes. Et sachant, on l'a peut-être pas dit, enfin je sais pas si on l'a dit, mais on n'a pas touché une ligne de code. On a vraiment fait que avec Cloud Code. Et c'était vraiment pour nous une phase, on va dire, de test et surtout pour pousser à notre entreprise de dire, ok, il y a l'IA qui arrive, on peut faire des choses avec l'IA. Il ne faut pas être réfractaire, au contraire, il faut se faire accompagner par l'IA pour être plus productif. Voilà. Parce qu'au final, le plus simple ici, ça a été de faire le site web. Donc, on est passé par plusieurs étapes de conception. À l'origine, on avait essayé de prendre directement un template humain. Parce qu'en fait, dans l'entreprise, du coup, on a des templates normales, avec des instructions pensées pour des humains. Donc, enlève cette section si c'est un accompagnement et remplis cette section si c'est une formation, etc. Avec, du coup, une sémantique très forte dans le document parce que là, on a de l'instruction pensée pour des humains. Donc, on avait commencé à faire une première version, donc ça nous avait pris à peu près une petite semaine, où c'était de la sémantique. Là, c'était vraiment très compliqué. Bon, on s'est un peu fait taper sur les doigts par notre entreprise qui voulait un peu du résultat rapidement et pas qu'on se perde dans l'itération sans fin. Et en fait, pour avoir ce genre de granularité sur le résultat, l'idée est d'utiliser Cloud Code comme un planificateur d'architecture. Donc, en utilisant des bons MCP, des bons plugins et une bonne méthodologie de travail, c'est-à-dire savoir prompter l'IA, comment réussir à visualiser le contexte de l'agent. En fait, au final, nous, on est juste un plus gros contexte que Cloud Code. Et juste, lui, il code 10 fois plus vite, 10 fois mieux que nous. Bon, ça, vous est vaincu. Par contre, on a une meilleure mémoire et nous, on a la vision besoin. On a la vision derrière le projet. On a la vision architecturale. On sait comment on veut transformer la donnée. On sait quel résultat on a en tête. Et l'idée est du coup de pouvoir itérer avec Cloud Code pour lui faire comprendre ce point de vue. Donc, pour faire ça, concrètement, on a une nouvelle feature, que ce soit de la sémantique ou n'importe quoi. On lance Cloud Code,
on utilise le /brainstorm. Nous, on n'utilisait pas exactement les plugins de Adrien. On utilise un plugin qui s'appelle SuperCloud, qui est globalement, il a été quasiment cofondé par Adrien parce que quand il a découvert qu'on pouvait mettre du relationnel de fichiers dans les points MD, dans le truc, bon ça c'est plus jargon un peu technique, mais on peut référencer des MD dans un MD et Claude comprend. Mais il avait aidé un autre gars à développer un framework qui s'appelle SuperCloud, qui est vraiment très polyvalent, donc c'était pas mal intéressant pour notre besoin. Donc l'idée, on rentre dans une étape de planification, et là, on va commencer par énumérer notre besoin. Notre besoin, c'est je veux une analyse sémantique, j'ai ce genre de restriction de temps, j'ai ce genre d'exigence technique, je suis sur ce genre de technologie, etc. Et en fait, tu poses une manière, en fait, dans le dialogue que tu vas avoir avec l'IA, quand tu cherches à le faire itérer, à t'aider à poser une bonne architecture, tu vas prendre un ton plus sur la question. Tu n'es pas autoritaire. Tu vas lui dire, OK, moi j'ai vu ce genre de solution, ça me paraît pertinent, ce genre d'approche me plaît, etc., etc. Mais tu restes sur un langage suggestif, c'est-à-dire que tu n'es pas dans l'autorité. Et en fait, quand tu fais ça, ce qui est assez impressionnant, c'est que du coup, il va devenir très créatif. Et il va toujours te raconter un peu tout et n'importe quoi. Il faut aimer lire, parce que là, il va t'en faire, quand tu commences à faire de la planification. J'ai déjà eu des MD de planification qui faisaient à peu près, je crois que j'ai eu 7000 lignes, le plus gros que j'ai fait. Et là, ça fait de la lecture. Hein. Et donc, en fait, voilà, tu vas pouvoir lire, prendre des notes sur ce que lui a écrit et donner chaque petite réflexion qui émerge dans ta tête quand tu lis le plan d'action qu'il te donne. Que ce soit ah, c'est bizarre, je comprends pas pourquoi tu prends cette méthodologie-là. Ça me paraît plus cohérent de faire X. Pourquoi tu fais ça, etc. Toute la granularité que toi tu as en tête quand tu lis ce plan, tu le notes sur le côté. À la fin, tu lui rebalances ça et tu es parti pour faire des cycles d'itération. Ça peut durer parfois plusieurs heures. Et à la fin, tu as un gros plan. Donc là, le plan est clair, il est concis, il est sauvegardé par Claude Code. Donc tu n'as même pas besoin. Avant, il fallait quand même le sauvegarder manuellement. C'était un peu compliqué. Dans les dernières versions, Claude Code le fait automatiquement. Donc c'est parfait. Et là, tu peux appuyer de manière très sereine sur le bouton auto-implémente. Et tu vas prendre un café, voire bouffer un peu ou dormir, je ne sais pas. Mais après ça, en fait, tu as juste à... donc, il va faire une phase d'implémentation. Et là, on part sur du testing manuel ou, enfin, en tout cas, tu vas devoir vérifier que tout a bien été implémenté. Et tu repars sur un cycle de planification. Donc, que ce soit même pour de la résolution de bugs. Alors, sauf, bon, si c'est du bug, le padding ne marche pas. Bon, là, tu mets un coup de debug, du copie-colle de la console, ça passe. Mais quand tu vas vouloir vraiment débugger en profondeur ton architecture et revoir du comportement logique, donc le comportement de ton besoin fondamental, là, tu pars en planification et tu lui expliques pourquoi ça marche pas, c'était quoi ta vision derrière et qu'est-ce qu'il faut changer. Et en fait, vraiment, quand tu fais ça, ça devient limite magique. C'est vraiment, tu peux itérer très 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 rapidement. Là, c'est la 5e version de l'analyse sémantique. On a fait pas mal. Et pourtant, en plus de ça, on a fait un système... bon là, il est activé, mais on a la connexion sur l'intra-ID de notre société, on a des sessions en base, on a tout le stockage en blob, on a une base de données encryptée avec les historiques de conversation. Voilà, il y a beaucoup de features et ça, c'est très rapide. Donc par exemple, un truc un peu con, vu qu'on n'était pas sur notre setup, on avait besoin d'un petit bouton pour télécharger. Effectivement, tout à l'heure, en fait, la problématique, c'est on n'avait pas notre fichier de template pour pouvoir vous le présenter et pour pouvoir vous montrer en fait la puissance de l'IA, c'est-à-dire de pouvoir prompter dans notre template. Et on s'est dit, ça serait bien d'avoir un bouton de download de templates initiaux. Et on n'a pas besoin de planifier sur celui-là. Ouais, celui-là, on lui a dit, s'il te plaît, fais-moi un bouton sur la liste des templates qui permettent de télécharger. Ça nous a pris 10 secondes à prompter et au final, il est là, il est fonctionnel. Et ça, pour nous, en tant que dev, ça nous aurait pris peut-être 1 heure si on l'avait fait en one shot, voire potentiellement plus, alors que là, ça a été fait littéralement en 10 secondes. Donc voilà, c'était. Je ne sais pas si ça vous donne quelques petites questions ou. En tout cas, voilà. Sinon, nous, on trouve ça assez magique. Ah. Question pas tellement sur le process, mais dans l'ensemble. Du coup, en fait, c'est des documents où j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'information client. Enfin, en tout cas, on peut uploader du coup de l'information client que l'IA va analyser. Du coup, il y a toujours un peu cette question de se dire, même quand je vais coder sur une base de code entreprise, où
où va toute la donnée, du coup, va forcément, d'une manière ou d'une autre, sur des serveurs chez Anthropic ou chez OpenAI Mhm. ou peu importe, voilà. Dans quelle mesure c'est OK? Est-ce qu'il y a des choses que Alors, vous mettez en place pour sécuriser un peu tout de notre ça expérience, ou? donc on a eu interaction des clients sur des mises en place de code, que ce soit même dans de la banque ou dans des. Alors bon, là, c'est du développement. Donc en soi, il n'y a pas de données sensibles. Mmh. Mais sur un environnement plus professionnel ou où on a des plus grosses restrictions de sécurité, il y a plusieurs offres que ce soit pour le développement pur. Parce que par exemple, si c'est juste ça, n'importe qui branche un Olama chez lui, il peut acheter son GPU puis le faire tourner. Bon, il n'y aura pas forcément les mêmes performances. Ou tu peux avoir des solutions sur Sandry avec Azure qui sont compartimentées en cloud dédiées à ton instance. Donc, ça, normalement, c'est censé être sécurisé si tu trustes les gros providers. Mais pour ce qui est du cloud code, tu as soit, je crois qu'ils ont un partenariat avec Amazon, donc il y a Cloud Bedrock. Concrètement, ce sont des instances dédiées de Cloud Code. Donc, au lieu de là te brancher sur du Promax, en fait, tu as accès à un endpoint API et puis là, tu peux taper. Donc, ce qui est sympa sur les endpoint API, on a le Sonnet 4.5 à 1 million de tokens et lui, il est sympa. Je sais plus si on a le Opus 4.5 ou à 1 million, je sais pas s'il existe celui-là. Ouais. Mais le 1 million de tokens, c'est quelque chose parce que là, on compacte beaucoup. Et sinon, je crois qu'il y a aussi chez Anthropic moyen d'avoir tes propres hostés en physique. Mais bon, là, il y a pas mal de zéros derrière l'opération, donc c'est un peu compliqué. Après, de toute manière, au final, ça va vraiment dépendre de la sensibilité des données avec lesquelles tu joues et de si ton environnement de dev a accès à ces données. Par exemple, nous, ce qu'on fait principalement, on a des VPS qui sont dédiés au développement pour Claude. Donc, on a un environnement complètement, c'est une sandbox. Et il n'y a que le projet et les technos installés dessus. On fork une base de données qui a été anonymisée dessus. Et, après, on peut travailler et généralement, il y a peu de problèmes de sensibilité pour ce cas-là. Après, voilà, il y a des workarounds qu'on peut mettre. Alors, pour rebondir aussi sur le sujet, maintenant dans Cloud Code, tu as accès à un /sandbox qui te permet justement de gérer ton périmètre et de donner à Cloud Code un accès limité, que ce soit à tes données ou au reste de ton contexte de ton application. En plus de ça, Anthropic met en place un agent derrière qui va traiter les données et les anonymiser pour pouvoir réentraîner les modèles derrière. Aujourd'hui, si on doit faire une comparaison, OpenAI, c'est un peu Google, ils vont revendre vos datas. Contrairement à Anthropic, où on peut un peu le comparer comme Apple, où toutes les données vont rester en interne et seront anonymisées et réentraînées et utilisées pour réentraîner du modèle. Donc derrière, toutes tes données, elles ne seront pas transmises à des entreprises américaines ou à d'autres serveurs et elles resteront justement en interne. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui, nous, on a choisi de travailler avec Anthropic. C'est parce qu'ils respectent nos valeurs, ils respectent les développeurs et surtout, on le voit au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, la puissance du LLM côté Opus 4.5, elle est largement supérieure au reste des autres modèles, tout simplement parce qu'elle a été entraînée par des développeurs. Donc, ils ont fait ce choix au départ. Aujourd'hui, on a une courbe exponentielle sur le résultat, tout simplement parce qu'un développeur, il sait faire un feedback, il sait expliquer la problématique et du coup l'expliquer aussi à un LLM. Sur le dernier LLM, du coup, qui est Opus 4.5, on a une réduction de tokens divisée par 2. Aujourd'hui, un Sonnet 4.5, pour la même chose, il va prendre 100 000 tokens, contrairement à Opus 4.5 qui te coûtera à peu près le même prix et qui utilisera 50 000 tokens pour le même résultat. Derrière ça, étant donné que ça a été entraîné par des développeurs, aujourd'hui, c'est des feedbacks humains qui sont faits directement à Claude et plus, entre guillemets, des feedbacks informatisés. Et donc, ça permet un meilleur entraînement, une meilleure corrélation avec les datas qui sont envoyées en entrée par les développeurs. Et ça permet une meilleure compréhension globale. En plus de ça, ils ont rajouté la mémoire. Donc ça veut dire que maintenant, quand tu travailles sur un projet et qu'il a déjà travaillé dessus, il va s'en rappeler. Et donc du coup, il va se rappeler de tes contraintes. Il va se rappeler des features globales de ton application, de son fonctionnement au global. Et derrière, te produire forcément un meilleur résultat. J'ai pas compris, c'est quoi qui nous garantit que ça reste en interne chez Anthropic? En gros, je vais me remettre peut-être sur scène. En gros, l'anonymisation, c'est un de leurs points clés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a choisi ces valeurs-là. Tout simplement parce que eux, ils vont pas revendre tes données derrière parce qu'ils n'en ont pas l'utilité. On est financé. Aujourd'hui, on a eu 19 milliards, dont 7 milliards de Papa Bezos. Donc, on n'a aucun intérêt derrière à revendre vos données ou à les utiliser pour réentraîner les modèles, dans le sens où on n'a que la partie code qui va être transmise et pas tout le jeu de données que vous utilisez dans vos applications. Derrière ça, si c'est des données ultra sensibles, par exemple pour le domaine bancaire, aujourd'hui on ne vous recommande pas forcément de l'utiliser ou de l'utiliser dans un contexte privé avec le système de sandbox qui a été mis en place par Cloud Code.
On est good de votre Oui, côté. oui. On est good. C'est parti. Donc du coup, on a le petit tirage au sort, donc qui a été fait il y a quelques minutes par notre ami Maxence, hein, le pro de la tech. Alors, donc le compte Instagram fr_mpt, est-ce qu'il est dans la salle? Est-ce qu'il est dans le chat sur Twitch? Bonne question. En tout cas, on peut l'applaudir quand même. Voilà, tu vas gagner un bonnet. On te laisse prendre contact avec nous du coup directement sur l'Instagram et on te l'enverra en colissimo. Étant donné qu'on n'a pas la Q&A, on a quand même prévu autre chose à vous présenter. C'est une présentation qui a été faite à Zurich, qui a été faite par Federico Brancazzi, qui est en recherche et développement au sein du CERN en Suisse. Derrière ça, il nous a expliqué un petit peu comment est-ce qu'il utilisait Cloud Code. Aujourd'hui, on l'utilise quasiment tous de la même manière, mais il y a certaines choses à savoir qui vous permettront d'avoir de meilleurs résultats. Donc on va commencer par le premier tips qui est le prompt engineering, donc votre sauce secrète pour avoir les meilleurs résultats possibles. J'espère que ça fonctionne, c'est dans l'autre sens. Aujourd'hui, on vous conseille vraiment d'être spécifique sur votre demande. Comme le disait Gabin tout à l'heure, plus votre input va être précis, plus vous allez lui donner du contexte, meilleur votre résultat sera. Donc imaginons on lui demande d'ajouter des logs sur une feature, lui ne va pas forcément comprendre le contexte directement, donc il faut être précis. On va lui demander d'ajouter des logs, par exemple, sur la partie paiement, sur la partie checkout, sur la partie validation, sur la partie email, etc. Et derrière, lui, il va avoir de moins en moins de mal à comprendre. Pour refactorer du code, par exemple, nous, on a développé une fonctionnalité qui s'appelle WD Cleanup sur le module. Donc, nous, l'objectif qu'on a avec Cloud Code aujourd'hui, c'est d'arriver à la finalité de ma feature fonctionne. Une fois que cette feature fonctionne, en fait, Claude, il va comprendre votre objectif et via la fonctionnalité de cleanup, il va réanalyser le code, réanalyser votre feature et proposer une meilleure version de celui-ci. Ça va permettre de clean le code, d'avoir une architecture qui est beaucoup mieux pensée, mais surtout, comme il a le contexte final, il va produire une solution qui est vraiment adaptée, contrairement à quand vous brainstormez avec lui ou quand vous implémentez la feature pour la première fois. Lui, il ne va pas forcément avoir tout le contexte. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple avec un Opus 4.5 parce qu'il a, entre guillemets, une manière de réfléchir et un mode de thinking qui est beaucoup plus pertinent que celui qu'il y avait sur Sonnet 4 ou Sonnet 4.5. Et ça vous permet du coup d'obtenir de meilleurs résultats. Derrière ça, forcément... Ouais, dis-moi. Ouais. Tu vas pouvoir le faire avec une commande qui s'appelle /analyze, qui va te permettre du coup de lui dire /analyze plus ton contexte. Par exemple, analyse mon architecture sur mon projet et fais-moi des recommandations. Et lui, il va venir analyser justement cette architecture, te proposer différents plans d'implémentation. Et toi, tu vas pouvoir échanger avec lui et valider ensuite le process pour qu'il puisse modifier cette architecture. Donc sur les Cloud.md, donc Markdown pour les novices, c'est comme des fichiers texte, mais qui ont une architecture. Donc par exemple, un hashtag, ça va être un titre, un tiret, ça va être un point, etc. Et donc par exemple, le Cloud.md, ça va être la mémoire principale de votre projet. Aujourd'hui, si vous êtes sur un nouveau projet, il va normalement le créer automatiquement. Par contre, si vous arrivez sur un nouveau projet et vous avez déjà votre code base, vous avez une commande à l'intérieur de Cloud Code qui vous permet de faire /init. Et ce /init va analyser l'entièreté du projet. Et derrière, lui va analyser votre architecture, va analyser par point les features de votre projet et se les mettre dans le Cloud.md. Ça permet, lui, de le charger dans son contexte sur une nouvelle session. Et derrière, d'avoir un contexte qui est beaucoup plus large, qui va permettre de répondre à vos problématiques et d'implémenter feature par feature. Aujourd'hui, dans la commande /finalize dont j'ai parlé tout à l'heure, avant de faire son commit and push, donc avant de finaliser le code, il va justement mettre à jour ce Cloud.md pour avoir un rappel des dernières features qu'il a mises en place, des dernières problématiques qu'il a rencontrées. Et imaginons, vous êtes bloqué sur l'implémentation d'une feature et vous y arrivez. Lors du finalize, il va mettre les points de blocage et les points de friction qu'il a rencontrés pour éviter de reproduire cette erreur ou d'être rebloqué sur cette problématique, décidément. Donc l'objectif aujourd'hui, d'avoir des fichiers qui sont le plus courts possible. Donc essayer d'avoir des fichiers entre maximum 300 et 500 lignes, de manière à ce qu'ils puissent éviter d'autocompact. Parce qu'aujourd'hui, le compact, ça va entraîner des risques de perte de contexte. Donc le mieux, c'est développer une feature. Une fois que votre feature est terminée et qu'elle fonctionne bien, là, vous pouvez compacter. Et derrière, il va plus se focaliser sur la feature que vous êtes en train d'implémenter. Il va pouvoir lire plus de fichiers à la fois. Et derrière, prendre de meilleures décisions par rapport au contexte. Parce que plus vous le remplissez,
c'est comme un humain, hein, plus vous lui donnez de data, plus il a du mal à comprendre, et surtout, il oublie pas mal de choses. Désolé, rapidement une question, parce que ça m'est arrivé de mutualiser des agents. Ouais. Est-ce qu'ils ont le même contexte ou chacun a son contexte à part? Alors pendant la session, chacun va avoir son contexte, Ok. mais ils vont se câbler sur le cloud.md. D'accord. Aujourd'hui, ce que je te conseille, c'est d'utiliser Git Worktree, qui va te permettre... Pardon, c'est quoi? Git Worktree, Ok. c'est en fait une fonctionnalité Ouais, qui a été intégrée à Cloud Code, qui te Ok. permet de faire un système de branchage Ok. et qui te permet de développer 3 features en même temps. Et Ouais. du coup, en fait, ça n'impactera pas le reste du code. Et une fois que tu fais ta PR, du coup, tu vas pouvoir analyser, push et merger ton code. Pardon, par rapport à Claude MD, j'avais vu qu'il y avait un truc qui était fait par toutes les LLM, à part Claude, où il faisait pas partie de la fête. C'était Agents avec S, pour que ton contexte soit partagé de façon générale par d'autres, que ce soit OpenAI, machin. Mhm. Mais il n'y a que Claude qui utilise son truc, Claude.md. C'est ça, parce que en fait, si tu veux, tu as un genre de Git intégré, si tu veux, directement dans Cloud. Donc, il va pouvoir aller voir son historique, mutualiser les conversations et surtout mettre à jour au fur et à mesure le Cloud.md à chaque fois qu'il développe une feature. Donc, normalement, les agents vont communiquer entre eux par ce fichier .md et mettre à jour au fur et à mesure le contexte. C'est Claude.md du coup. Ouais, c'est Cloud.md. Ouais. Ok. Derrière ça, comme on parlait tout à l'heure, la sécurité avant tout. Donc aujourd'hui, vous avez un système avec des règles. Donc vous avez le settings.json qui va être lui plus global, qui va agir sur l'entièreté de votre ordinateur. Donc pour les Mac, il est sur user, votre nom d'utilisateur, le fichier .cloud, et vous avez un fichier setting.json. Et si vous voulez le faire, vous voulez faire des permissions sur un projet spécifique, il va être directement dans votre projet sous format de settings.local.json. Derrière ça, normalement, Claude va toujours vous demander quand il veut faire quelque chose. Bon, il y a des fois où il est un peu border là-dessus, mais bon, on n'en parlera pas. Mais la plupart du temps, en fait, il va vous proposer, enfin, il va vous demander la permission de checker quelque chose, d'utiliser un MCP, de modifier tel ou tel fichier. Après, si vous êtes en skip bypass permission, bah, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, avec Opus 4.5, si tu veux faire un POC, en vrai, c'est pas mal du tout, parce qu'au moins, ça te permet d'avoir un résultat et d'aller prendre un café ou d'aller manger, comme disait Gabin tout à l'heure. Et derrière, de revenir et entre guillemets d'avoir ta solution entre guillemets en ayant claqué des doigts. Mais comme tu le dis, c'est pas forcément conseillé. C'est mieux de savoir exactement ce que tu lui fais développer. Et la plupart du temps, moi, ce que j'utilise, c'est le mode plan. Je vais planifier avec lui, brainstormer avec lui sur l'application, lui faire créer un fichier .md de la solution, et derrière relancer Claude avec un skip bypass permission, et lui il va suivre les tâches une à une de manière à avoir son projet global à la fin. On en vient. Donc le plan mode ou l'edit mode. Moi, ce que je vous conseille avant de commencer, c'est de faire un shift tab directement de votre terminal, de le faire 2 fois et de passer directement en plan mode. Au moins, ça vous permet justement d'anticiper ça, de planifier avec lui exactement le contexte. Il va vous proposer un plan à la fin que vous allez pouvoir accepter ou modifier. Et en fonction de votre demande, derrière, si vous validez, il va commencer à passer en edit mode. Et derrière, il va créer votre solution au fur et à mesure. Le slash model, donc comme vous pouvez voir, c'est Opus 4.1, mais en fait, c'est Opus 4.5. Aujourd'hui, le plan de mode, il sert essentiellement à prévoir des choses, à prévoir vos features, à prévoir votre architecture, à prévoir vos modularités au sein de votre application. Et Sonnet 4.5, aujourd'hui, c'est plus le cas parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, Opus 4.5 consomme 2 fois moins de tokens. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à utiliser Sonnet 4.5. C'est un modèle, entre guillemets, de transition. On aura accès à Sonnet 5 et à Opus 5 sur l'année 2026, qui sont des modèles fabuleux et qui vont vous faire un petit peu peur. Et vous serez largement content d'être le cerveau et que lui soit les mains. Donc on va passer ce benchmark tout simplement parce qu'il n'est pas forcément à jour. Moi, ce qui me fait un peu rire aujourd'hui, c'est les benchmarks des autres entreprises. OpenAI fait ça en interne. Nous, chez Anthropic, on essaye de passer par une entreprise privée de manière à ce que les benchmarks soient vraiment relatifs à notre capacité et qu'il n'y ait pas forcément d'avantage, on va dire, pour le modèle. Et quand vous regardez, par exemple, bon, je vais peut-être tacler un petit peu certains, mais sur les modèles français, pour ne citer aucun nom, les benchmarks et les comparaisons sont faites avec Sonnet 4.5 et pas Opus 4.5. Donc ça ne montre pas réellement la puissance des modèles. Je parle notamment de Mistral, s'il y en a qui se posent la question. Donc aujourd'hui, c'est bien, on a de la qualité française, ok, mais face à des milliards de dollars, c'est compliqué de rivaliser. Donc on verra dans les années à venir. Après, je sais que les entreprises aujourd'hui en France, elles ne font pas forcément confiance aux entreprises américaines. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on est face à Anthropic, qui aujourd'hui est là pour aider les développeurs
et vous fournir un maximum de capacité. On va parler maintenant du management de contexte. Ouais, pardon. Juste, du coup, la diapo encore avant. Ouais. Chiffres différents. En fait, il y a deux chiffres différents. Par exemple, pour Sonnet 4.5, il y a 82% et 77,2%. Il y a un petit astérisque en haut à droite Ouais. qu'on ne voit pas ici. Ouais, Du en coup, il y gros, a c'est quand des agents sont testés en parallèle. Donc, les 82%, c'est quand tu as plusieurs agents qui tournent en même temps, avec plusieurs sessions de cloud qui tournent en même temps, versus une seule session qui tourne derrière. Et forcément, quand tu as plusieurs LLM qui tournent en même temps, comme ils ont un contexte qui est mutualisé, derrière, ils sont forcément plus performants sur les résultats. Donc le management de contexte, vous avez deux commandes, donc LoadCode, vous avez la partie /compact et la partie /clear. Quand est-ce qu'il faut les utiliser? Je vous parlais tout à l'heure de développer une feature. À la fin d'une feature, faites toujours un /compact, parce que s'il load compact, il va oublier pas mal de choses. On peut parler aussi d'hallucination. Je ne sais pas si tu m'en parlais. Je peux, oui. Si tu veux, je viens sur scène, il n'y a pas de souci. Au sujet des hallucinations, bon, avec l'évolution des modèles, il y en a de moins en moins. Mais il faut savoir que l'IA hallucine dans plusieurs contextes. Donc, pour vraiment reprendre depuis le début, moi, je crée du contenu sur Internet et en ce moment, je crée du contenu par rapport à l'IA. Et pour vous expliquer un peu, l'IA ne génère pas une réponse directement, elle fait de la prédiction de texte en fonction du dernier token utilisé. Donc le token, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mot. Je vous invite à aller voir mon compte Instagram, #ad. Et donc là où j'en étais, en fait, il se prédit le dernier token. Et grâce à ce dernier token, il va générer la phrase d'après. Ce qui parfois, basé sur ces entraînements qui ont été faits sur Internet, il peut commencer à soit halluciner ou ne pas comprendre vraiment le contexte ou alors vraiment la question que vous lui avez posée. Et donc, il peut vraiment partir dans un délire. J'ai déjà eu le cas où je lui avais demandé une certaine feature avec une certaine idée, sauf que je lui ai un petit peu mal expliqué. Et il est parti complètement un peu à la wall again, comme on dit. Et heureusement qu'il existe le Git Reset Hard. C'est ce qui m'a bien aidé ça m'a sauvé pas mal de fois par rapport à ces hallucinations. Mais comme j'ai dit au début, avec Opus, pour l'instant, j'ai pas eu d'hallucination. Enfin, en tout cas, pas de mémoire et je l'utilise bien le modèle. Et avec l'évolution des modèles, que ce soit plus anthropique que les autres, j'ai pas eu vraiment beaucoup d'hallucinations. Il y en a de moins en moins. Voilà, donc s'il hallucine, je vous conseille d'utiliser /clear. Et si votre contexte n'a pas été bon, vous avez la possibilité de recommencer, un peu comme un jeu vidéo, avec la commande /rewind. C'était peut-être ta question. C'est un autre tips justement pour éviter les hallucinations. C'est d'utiliser l'MCP Context 7. Oui, clairement. Pour le code. C'est la suite de la présentation. Pardon. Donc du coup, le /rewind, il vous permet de revenir en arrière. Donc imaginons vous venez d'envoyer un prompt, vous obtenez pas le bon résultat parce que vous n'avez pas donné un bon contexte et vous vous en rendez compte. Là, vous allez pouvoir utiliser /rewind et soit reset la conversation, soit reset le code, soit reset les deux. Et c'est un peu un kit interne dont je te parlais tout à l'heure. Qui permet du coup de revenir en arrière et de reproposer ou de remodifier un prompt. Vous avez des petites commandes secrètes sur Claude. De base, si vous faites tab dans votre terminal, normalement vous avez la ligne du dessous qui passe en bleu. Ça, c'est le mode de syncing de base qui permet du coup à chaque itération et à chaque modification des tâches et de la to-do de penser entre les tâches pour savoir s'il a bien accompli la tâche qu'il était en train de faire pour pouvoir passer à la suite. Et si malheureusement il ne comprend pas, vous avez plusieurs commandes entre guillemets pour le faire réfléchir un peu plus. Aujourd'hui, avec Opus 4.5, en fonction de la demande que vous faites, il va utiliser ces modes de syncing, mais il y a des fois où il ne comprend pas forcément votre contexte, où il ne va pas aller chercher assez loin. Et donc, vous pouvez faire _think hard pour aller faire de l'analyse un peu plus poussée sur votre code. Derrière, vous avez think harder pour du solve de problèmes beaucoup plus complexes ou un peu plus complexes par rapport à la demande initiale. Et derrière, si vous voulez un maximum de raisonnement qui soit plus intelligent que vous et qu'il aille beaucoup plus loin dans le contexte, bon, il va utiliser des tokens, j'espère que vous en avez beaucoup. Mais en moyenne, il utilise 32 500 tokens en mode ultra-think. Et ça vous permet justement d'avoir une réflexion beaucoup plus grande. Il va dézoomer sur la situation, comprendre réellement le contexte, comprendre vos features qui sont liées. Et derrière, normalement, résoudre votre bug ou implémenter votre feature. On parlait du mode agent tout à l'heure. Donc aujourd'hui, notre ami Federico, il s'est fait pas mal de petits agents qui vont pouvoir bosser en même temps. Donc aujourd'hui, lui, il bosse plus sur de la code review et sur du debugger. Et donc, il va pouvoir lancer ses agents en les appelant via des hooks. Et les agents vont se déclencher automatiquement et être du coup des sub-agents directement dans votre session de cloud. On parle des MCP. Donc un MCP, qu'est-ce que c'est? C'est un USB-C pour l'IA. C'est un connecteur direct. Aujourd'hui, les LLM
comme Opus 4.5, ont été entraînés de janvier à mars 2025. Donc forcément, ils n'ont pas forcément le dernier contexte. Donc par exemple, on peut parler de Next.js 16 qui est sorti assez récemment. Et Claude, il va toujours vous dire non, il n'est pas sorti, on est sur Next.js 15. Alors que du coup, en le connectant à MCP, notamment Context 7, qui est pour moi le plus utile aujourd'hui sur le marché, ça vous permet d'accéder à des documentations qui sont à jour et avec des mises à jour très récentes. Si on se balade sur le site et si on va sur Next.js, je pense que la mise à jour, elle date de 2 ou 3 jours, notamment avec les failles de sécurité qu'on a rencontrées récemment. Et du coup, ce MCP-là, il vous permet d'avoir justement cette USB-C directement câblée avec ça. Donc, par exemple, Maxence parlait tout à l'heure de Notion. Il y a un MCP qui existe, il va pouvoir directement communiquer avec, faire votre liste des tâches, faire votre liste de prospects, etc. etc. Vous avez Playwright, qui lui va vous permettre de tester vos applications. Donc, c'est un peu plus lent que Claude Chrome, mais c'est toujours utile parce qu'il le fait directement depuis Claude Code, alors que dans le case où vous utilisez Claude Chrome. Playwright, je vais te montrer l'icône juste après, qui est ici. Donc, Context 7, vraiment, c'est le MCP que vous devez utiliser. C'est assez simple. Vous allez sur le site de Context 7, vous faites un petit sign-in avec Google, Apple ou peu importe l'autre que vous voulez. Vous avez juste à rentrer une clé d'API, une commande MCP add, et derrière, il vous donne directement la commande sur le site avec une clé d'API à la fin. Et vous allez pouvoir lui dire, quand vous voulez créer une nouvelle application par exemple, crée mon application avec telle contrainte, telle technologie, en utilisant Context 7. Et du coup, il va aller lire les documentations en direct, se mettre à jour par rapport à lui, son entraînement, et pouvoir vous produire une application qui est en dernière technologie. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour les failles de sécurité, parce qu'il y a pas mal de documentation à l'intérieur qui permettent justement d'éviter ce genre de problématiques. Derrière, vous avez Exa, qui lui est un expert de recherche sur le web et qui va, entre guillemets, contrer le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui refusent les interactions avec l'IA. Et donc, du coup, lui, il va arriver à trouver une méthode, je vous laisserai lire en détail parce que je ne peux malheureusement pas le dire en direct, pour avoir accès à toutes les données sur le web et à se faire passer pour un humain. Le sequential thinking, c'est un MCP qui est plus forcément utile aujourd'hui pour Opus 4.5 parce que justement il y a ces modes de thinking, mais qui était présent à l'époque justement pour, entre les tâches, faire un point avec ce qu'il a fait, avec la tâche qui était à faire et qui permettait justement de réfléchir en arborescence pour avoir un meilleur résultat. Vous avez DuckGo, du coup, qui vous permet aussi de faire des recherches, et Playwright, du coup, c'est un MCP qui a été mis en place par Microsoft qui vous permet d'accéder à vos applications web directement au local, et il va prendre des screenshots, il va les envoyer à Claude, Claude va les analyser grâce à l'OCR, et derrière mettre en place votre système de test directement comme un humain. Ouais. Il y a un autre qui s'appelle TestStrike, ils ont fait un truc pour test fonctionnel, il va analyser l'application en sa globalité, il va créer tout un ensemble de tests, il va les gérer automatiquement. Je connaissais pas, je me renseigne, ouais. Et donc après, vous avez des MCP sur les bases de données. Donc vous avez Mongoose par exemple pour les bases en MongoDB. Vous avez Supabase pour les bases de données plus tournées SQL. Et derrière, vous avez des centaines et des centaines de MCP qui normalement feront votre bonheur. Faites attention au contexte dont je vous parlais tout à l'heure. Donc imaginons vous créez une feature. Avant de /compact, regardez combien il vous reste de contexte. Pour faire ça, vous tapez directement /context dans votre terminal code et ça vous permet de voir le context usage. Donc là, sur l'exemple, on est sur un Sonnet 4.5 avec 200 000 tokens de contexte, comme je vous disais tout à l'heure dans les sessions. Et vous voyez votre système prompt, vos tools, vos MCP, etc. Et surtout, vous voyez les memory files. Et là, du coup, vous voyez l'espace qu'il prend, l'espace qui lui reste pour réfléchir. Et derrière, plus votre contexte est grand, plus ça va être dur pour lui de développer une feature. Donc n'hésitez pas à faire un /compact ou un /clear en fonction de vos besoins. Le multiclouding, parce que je vois que ça en intéresse certains dans la salle. On parlait tout à l'heure du Git Worktree. Et aujourd'hui, vous pouvez démarrer 3 clouds en même temps sur votre terminal et développer différentes features avec un agent back-end, un agent front-end et un agent derrière qui va faire les tests, par exemple. Et ça vous permettra de développer une feature beaucoup plus rapidement et d'avoir des résultats très surprenants. Je parlais de Git Worktree tout à l'heure. Pour moi, c'est la combinaison qui est magique. C'est le fait qu'avec un seul repo Git, il va créer des instances de votre code qui vont vous permettre de développer 3 features à la fois. Donc, il va développer une nouvelle branche,
créer une nouvelle branche sur le Git, mais c'est le Git interne de Claude, dont je vous parlais tout à l'heure, qui marche avec le /rewind, etc. Et ça va vous permettre justement d'isoler les features et de développer plusieurs features à la fois pour aller beaucoup plus vite dans votre développement. Voilà, je vous laisse aller suivre du coup Federico qui fait pas mal de contenu sur les IA, sur les réseaux sociaux. Il est très disponible, vous pouvez lui poser des questions et il sera content d'y répondre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça a remplacé la Q&A. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il n'y en a pas. Ouais. Parmi tous les frameworks qui existent actuellement, Claude, tu trouves qu'il agit bien avec lequel? Est-ce qu'on parle de web? Ouais, web ou application. Moi, aujourd'hui, la stack que j'utilise, c'est Next.js 16, ShadCN pour la partie design et MongoDB pour la partie stockage de données. Aujourd'hui, Claude a été entraîné sur beaucoup de Next.js. Tu le vois, hein, Claude Data Ace est en Next. Tous les sites que sort Anthropic et toutes les documentations, elles sont en Next. Donc je pense qu'en interne, ils utilisent énormément de Next. Et il a été entraîné sur des milliers et des milliers de morceaux de code parce qu'il y a eu une phase où Next a fait une grosse campagne de commercialisation de son framework. Et donc forcément, tous les développeurs, dont les développeurs juniors et les formations de reconversion, etc., utilisaient beaucoup Next. Donc derrière, il allait s'entraîner sur ToGit, sur ToGitLab. Et forcément, il a beaucoup de code comme ça. Après, si on doit parler d'entraînement, aujourd'hui, on peut travailler par exemple sur de l'AS400, s'il y en a qui connaissent. C'est une technologie qui est très vieille. Et aujourd'hui, je travaille pour Reactis, qui, elle, a des problématiques de passation. Et il reste 2 piliers dans l'entreprise qui ont 73 et 67 ans, qui s'appellent Claude et François. Et du coup, qui doivent faire cette passation parce que forcément, au bout d'un moment, il faut partir à la retraite quand même. Et pour les jeunes, c'est un peu compliqué de bosser sur de la S400. Donc, on fait de la rétrodocumentation ensemble. On a développé un plugin qui permet de faire ça, d'extraire du coup les programmes de la S400, d'en faire la documentation et derrière de discuter avec la nouvelle génération et de transmettre les connaissances via cette documentation pour qu'ils puissent changer de techno et évoluer au fil du temps dans les entreprises. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. Personnellement, je travaille sur un projet justement en Next.js. Enfin, je ne sais pas faire du Next. Hein. Moi, c'est un profil pas grave, lui, il sait Symfony à faire. l'ancienne, PHP. Et l'idée de base, c'était de créer un site avec un page builder que j'ai essayé de créer tout seul, enfin, un mini Wix. C'était un peu ça l'idée. Et j'ai découvert au fait que sur Next.js 16, ils ont un DevTool MCP intégré et qui permet justement de bypasser tous ces problèmes-là où on a des bugs des fois, où on a un peu la flemme d'aller chercher, copier, coller et tout. Enfin, on a envie que ça soit automatique justement. Et en base de données, j'avais essayé de mettre... Prisma, du coup, qui travaille aussi avec MongoDB. Ouais, et du coup, non, mais c'était SQL en tout cas. Ah, c'était SQL, oui, du coup, la partie Postgre, ouais. Et au fait, même avec en essayant, enfin, j'ai passé beaucoup de temps dessus, même en essayant en passant par Context 7 et tout, il m'a fait monter en version A16, et après il m'a dit, il y a un problème et tout, on va downgrader, et il m'a remis sur du 15. Donc je ne sais pas vraiment, vu que je connais pas trop, on va dire, le framework et tout. Je ne sais pas s'il y a des outils. Est-ce que votre plugin, par exemple, il peut bypasser ce genre de problème et il peut aller plus en avant? Je pense que j'ai bien fait de venir à l'événement parce que ça m'a donné des idées aussi. En tout cas, merci à vous. Avec grand plaisir. Et je sais pas si... Enfin, j'ai regardé votre plugin, je vais aller voir. C'est ParaFR, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et au fait... ça fait un moment que je suis sur ce page builder, j'ai plus de cheveux, je me suis retiré les cheveux. Et ça serait cool, en tout cas, on est venu de Paris hein, pour l'événement. Et j'espère que ça va au moins créer le bonheur d'une personne, c'est moi, avec mon titre. Et merci à tous, en tout cas. On en reparlera peut-être en détail par rapport aux problèmes techniques que j'ai rencontrés. Mais en tout cas... je vais partir sur votre plugin, voir ce qu'il fait. On espère que notre petit Wix verra le jour un de ces 4. Et puis demander, est-ce que vous avez un Discord? Ouais, je vais en parler juste après. Ouais. Ok, ça marche. Du coup, au niveau de ça, la meilleure réponse que j'ai à te faire, un petit hashtag ad avec la chaîne YouTube justement de Claude Code France, où récemment j'ai sorti une vidéo de comment faire un Linktree en 10 minutes à code et avec justement Next.js 16, MongoDB et ShadCN qui du coup te permettront de comprendre un peu les problématiques, comment est-ce que je m'y prends pour développer une solution. Et derrière, je t'avoue, j'ai jamais eu cette contrainte d'avoir un downgrade.
J'en ai eu qui l'ont rencontré, mais depuis qu'ils utilisent le WD plugin, ils n'ont pas eu cette problématique. Parce que justement, nous, à l'intérieur, on lui impose de trouver une solution hors rétrogradage de version. Parce que bah, justement, tu as pas mal de problématiques et ça déprime pas mal de gens aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler du versionning parce que ceux qui jouent avec Nest.js 16 en ce moment passaient bien à la 16.0.10 parce qu'il y a eu pas mal de failles de sécurité qui sont sorties. Donc du coup, je vous conseille de faire ça. Nous, sur le Discord, justement, on va mettre en place, on a mis déjà en place, je crois, ou tu l'as pas encore uploadé, le point MD pour la faille de sécu, si. Donc du coup, sur le Discord, nous, on essaye justement d'être assez réactif sur les failles de sécu et on vous met à disposition un point MD que vous allez donner à Cloud Code et du coup il va corriger votre faille de sécu et faire toutes les upgrades nécessaires pour corriger ces failles de sécu. C'est un MD par faille de sécu. En gros, dans le channel annonce ou dans le channel update, on va vous dire bah il y a eu une faille de sécu qui a été découverte, nous on les a résolues de notre côté et on vous donne le fichier .md, comme ça vous n'avez pas besoin de faire la recherche, vous n'avez pas besoin d'utiliser entre guillemets un maximum de tokens en fonction de ça et ça vous permet de corriger vos failles quasi instantanément. Donc maintenant, on va vous parler de notre vision sur 2026 au niveau de Cloud Code France. Je vais me mettre là, ce sera plus pratique. Je commence. Notre objectif sur 2026, c'est déjà d'accroître notre nombre de membres, je vais y arriver, qui serait à plus de 500, vu qu'on est déjà à 290. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont inscrits ces derniers temps. Et notamment aussi 4 événements, donc à peu près 1 par trimestre. Donc ça serait soit des événements comme là, où on a un peu la chat et on présente un peu ce qu'on fait et ce qu'on représente, mais aussi des ateliers pour aider les personnes qui démarrent Cloud Code ou qui voudraient s'améliorer, que ce soit pour les MCP, les agents, etc. La suite. Derrière ça, on a commencé à développer la chaîne YouTube sur 2025. Donc on part du principe que 2025, c'était notre phase de lancement. On a fait beaucoup de tests. On s'est lancé sur Instagram, on s'est lancé sur YouTube. On voit aujourd'hui qu'il n'y a pas forcément beaucoup de contenu en français sur toutes ces plateformes. Donc on va essayer de vous fournir un maximum de tutos, un maximum de ressources. On va essayer aussi de développer nos partenariats, comme on l'a fait aujourd'hui avec Domino's par exemple. Et derrière, d'essayer de collaborer avec des écoles, justement pour former les jeunes à l'IA, leur montrer que ce n'est pas forcément un outil avec lequel il faut avoir peur. Donc forcément, il faut avoir de l'esprit critique, je le rappelle. Mais derrière, notre objectif, c'est ça, c'est d'accompagner à la fois les écoles, les entreprises et forcément les entrepreneurs, les créateurs, les curieux de l'IA au niveau de tout ça. Vous pouvez rejoindre la communauté. Donc, vous avez juste à scanner le QR code. Ça vous emmènera sur ccfrance.org. Derrière, lors de l'onboarding, vous allez pouvoir rejoindre notre Discord, nous suivre sur les réseaux sociaux et avoir toutes les infos avec les nouveautés. Derrière ça, avec la chaîne YouTube, on y a associé un school qui est totalement gratuit et qui vous permet d'obtenir les ressources qu'on utilise en vidéo. Donc, tout à l'heure, par exemple, je parlais du Linktree. Tu vas avoir accès justement au GitHub. Si tu as des problématiques, tu vas pouvoir récupérer le code et toi le tester de ton côté, ou si tu n'as pas envie d'aller jusqu'au bout de la vidéo ou que tu veux juste voir le contenu du code, nous on explique tout, on donne les slides qu'on fait en vidéo et on essaye d'être au maximum transparent avec vous sur tout ce qu'on utilise au sein de nos vidéos. Donc vous pouvez nous suivre sur Instagram, on essaye de poster des tips une fois par semaine. On essaye aussi de poster des vidéos sur YouTube une fois par semaine, mais je vous avoue, le rythme il est chaud avec tout ce qu'on a aussi à faire à côté. Et sur le site, on essaye de faire des articles. Et sur le Discord, à chaque fois qu'il y a une news d'Anthropic, on essaye de la traduire en français dans l'heure pour que vous soyez à jour le plus rapidement possible. On utilise déjà Claude pour le faire. Oui, on utilise Claude pour créer du contenu. Et on va développer justement un plugin sur l'année 2026 pour les créateurs de contenu, pour avoir un bon hook, avoir une bonne forme sur les réseaux sociaux, avoir entre guillemets une mémoire interne à ce Claude-là pour qu'il parle comme vous, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression de parler notre double numérique, parce qu'il utilise exactement les mêmes expressions que nous. La dernière fois, je lui ai demandé une feature, et il m'a dit, là, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, par exemple. Donc, c'est assez hallucinant. Derrière ça, moi, quand je crée du contenu, aujourd'hui, je vais donner le fil rouge à Claude Code, et derrière, lui, il va quasiment parler comme moi, et m'aider vachement dans le scripting de mes vidéos, l'architecture que je dois y donner, et ça permet du coup d'aller beaucoup plus vite, de pouvoir produire du contenu qui est intéressant pour vous et qui a vraiment de la valeur. Et de développer ça sur 2026, ça va être une grande aventure. Derrière ça, j'aimerais remercier Martin Nilsson, du coup, qui nous a fait confiance sur Anthropic et qui nous a mis au défi d'organiser cet event en 14 jours. C'était très compliqué, surtout pour trouver une salle. Et c'est pour ça que je remercie Kevin, qui nous a accueillis au sein d'Epitech.
avec lequel on va essayer de travailler avec les épithèques qu'il y a en France pour justement faire des présentations aux autres étudiants. Et on remercie également Domino's qui va normalement livrer les pizzas pour le Food and Drinks. Il y a une problématique. Voilà, si vous avez des dernières questions, j'y réponds. Ouais. Il y a un autre micro. J'arrive avec le micro. Merci beaucoup déjà, c'était très cool. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Je suis curieux d'avoir ton avis sur un truc que j'ai essayé avec Claude Code. Dans le Claude MD, je lui ai demandé à chaque fois qu'il travaille sur une fonctionnalité qui lui paraît complexe, de créer une doc. Ouais. Et du coup, à chaque nouveau prompt ou quoi, de checker s'il y a une doc et du coup de l'updater, de la supprimer, etc. En gros, gérer une doc à côté. Ouais. Et j'ai pas l'impression que ça sert à grand chose, parce que sur le projet que je suis en train de faire, il commence à prendre telle complexité que en fait, je me retrouve avec plein de docs. Du coup, je lui ai demandé de splitter les docs pour avoir des fichiers plus petits, machin. Mais en final, j'ai l'impression qu'il va, il va checker la doc, checker le code et faire les mêmes résultats. Donc j'ai l'impression d'avoir un peu un duplicata du contexte. Ouais. Je sais pas si ça te parle. J'ai l'impression que je vais abandonner ça parce que j'ai pas l'impression que ça sert à grand chose. On a pas mal d'utilisateurs justement qui se sont dit je vais faire une doc à côté. Donc ça marchait pour du Sonnet 4.5, mais aujourd'hui en fait Opus 4.5 est tellement intelligent qu'il va aller lire l'entièreté de ton code et derrière en fait il va mettre à jour ce Claude.md par rapport aux features qui sont entre guillemets techniques ou des points entre guillemets de frein que tu peux rencontrer sur tes applications. Ça il va le noter. Derrière, en fait, il a une analyse qui est tellement rapide. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les dernières fonctionnalités qu'ils ont sorties, quand vous faites un plan, ils lancent 3 sub-agents en même temps qui vont explorer. Et derrière, ils font une combinaison entre eux et ils reportent à l'agent principal de manière à mettre en place sa feature. Donc, pour répondre à ta question, les docs.md aujourd'hui, ce n'est pas forcément utile. Tu as le Claude.md qui est fait pour ça. Après, derrière, si tu as un process qui est vraiment important sur le check de doc, l'utilisation de Context 7 et du MCP, déjà ça va résoudre pas mal de tes problèmes. Ouais. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que sur cette partie-là, quand tu as quelque chose qui est vraiment précis et sur lequel tu veux vraiment appuyer, tu vas plutôt passer par une slash commande qui, elle, va être un workflow qui va suivre justement tes directives que tu vas pouvoir écrire avec lui. Et du coup, là, tu auras vraiment le résultat que tu voulais au départ. Mais l'utilisation des points MD, c'était entre guillemets le hack qu'on avait trouvé avant, mais c'est plus forcément utile sur Opus 4.5, étant donné qu'il fait les plans automatiquement et qu'il les stocke directement sur ton cloud. Mais du coup, il va... Il va mettre pas mal de commentaires, et dès que tu vas avoir un comportement un peu custom, que ce soit un petit peu obscur avec une accès, pas forcément le meilleur architecturage possible, il va vraiment documenter ton code et garder une base de commentaires sur ce que tu veux. C'est-à-dire que ça peut poser certains problèmes quand tu as une grosse évolution à mettre en place. Vu qu'il a tendance à beaucoup garder le code legacy, et en fait il va garder ces commentaires qui vont un peu polluer ton code. Donc ça c'est vraiment important. J'ai déjà eu ce problème, justement. C'est très important quand tu fais du clean-up, quand tu fais une migration. D'ailleurs, il faut absolument qu'il vire ce commentaire parce que c'est ça sa documentation. C'est comme ça qu'il voit qu'il a déjà exploré et il retrace. C'est très important quand tu fais pas t'inquiète parce qu'il te remet du code legacy. Je sais pas d'où ça vient, mais ça revient un vieux concept que t'avais enlevé, il revient. Ouais, je vois. Voilà. Et du coup, pour le clone.md, il sait l'optimiser lui-même parce que je suis aussi arrivé à des stades où j'avais un clone.md de 2000 lignes. Et du coup, je lui ai demandé, d'après toi, c'est optimiser machin. Il était en mode non, justement, du coup, créer une doc, faire des références, machin. Il le gère maintenant, Opus Aujourd'hui, en fait, vous avez un Claude.md qui ne doit pas dépasser 40 000 tokens. Dans tous les cas, si tu dépasses les 40 000 tokens, quand tu vas démarrer une session de Claude, il va te mettre un message en orange et il va te dire je vais avoir un peu de mal et je vais mettre du temps à réfléchir parce que je dépasse cette limite des 40 000 tokens. Ouais. Donc ce que tu peux lui dire, tu lui copies le message en orange et tu lui dis j'ai cette problématique, il faudrait optimiser mon Claude.md. Il va le lire au complet, faire un résumé de ça avec un summary. Et derrière, il va te proposer une version beaucoup plus optimisée de ton Claude.md pour que tu puisses continuer à travailler. Mais du coup, j'avais fait ça et il m'a conseillé justement de créer des docs. Alors que j'étais en mode putain, j'ai déjà genre 40 000 docs. Et du coup, c'est pour ça que je suis en mode est-ce que peut-être genre j'ai trop de docs et après peut-être je pense que si tu as déjà des docs en fait dans ton code base, il va se baser comme toi tu codes et comme toi tu fais tes docs. Et comme il va analyser ces docs-là, il va continuer à faire des docs. Par contre, si tu n'as aucune doc dans ton dossier, il va se référer au Claude.md et il va mettre à jour ce Claude.md, l'optimiser au fur et à mesure. Par exemple, l'appli que je t'ai montré tout à l'heure sur l'achat et le revente d'or, j'avais un Claude.md qui dépassait largement les 40 000 tokens, on était quasi à 80 000. Ouais. Et du coup, je lui ai demandé ça. Et moi, j'ai pas de doc au sein de ma code base, donc il m'a pas posé la question et il est parti dans ma direction en me disant bah ok, je vais optimiser le code, je vais éliminer tout ce dont j'ai plus besoin et le compacter au maximum pour que tu retombes à
on va dire 20 000 tokens de contexte, Mm. de manière à pas charger trop ton contexte au départ et à avoir un début de session de contexte qui dépasse pas les 30 000 tokens, ce qu'on recommande aujourd'hui pour avoir entre guillemets un environnement de travail qui est propre. Ok. J'en profite pour poser une deuxième question. Avec plaisir. Parce qu'il y a déjà des choses que j'ai voulu automatiser par des API, par exemple Sonnet et tout. Et je me suis dit, putain, ce serait bien que je puisse utiliser le CLI, que je puisse faire des calls CLI directement, parce que tout le syncing, etc., il est intégré dedans. Ouais. Plutôt que d'appeler l'API directement, on n'a pas les mêmes résultats, la même manière de fonctionner et tout. Est-ce que c'est un truc que tu as déjà fait ou que vous avez déjà fait d'automatiser, d'appeler le CLI et du coup de le laisser bosser en bypass et tout Bah, nous, on a essayé ce hack, ça a marché pendant un moment, et malheureusement, ça ne fonctionne plus. Je sais pas si toi, tu as des nouveaux hacks dessus. Qui est beaucoup utilisé en mode headless pour profiter du modèle avec ton abonnement. En fait, il y a un mode headless sur Cloud Code qui permet, si tu veux faire des calls API un peu plus standards, tu peux passer à travers ça. Sinon, c'est un peu plus compliqué. J'avais fait des petites expérimentations où je lui demandais lui-même de lancer d'autres Cloud Code pour faire d'autres Ouais, genre ça, typiquement. Ouais. C'est un peu limité, mais en vrai, ça marche. Si tu as ce que j'avais fait, c'est que tu as un Cloud Code que tu lances, qui lance un autre Cloud Code en sous-batch et qui lit les réponses et donc il lui demande de faire des trucs. Alors, c'est rigolo, ça marche, mais est-ce que c'est pertinent? C'était une expérience un peu rigolote. Mais normalement, ça ne me surprendrait pas que tu puisses, si tu veux des résultats Cloud Code, tu mets un script et qui copie un message dedans et qui l'exécute. Ça me paraît pas forcément impossible, à voir si c'est pertinent ou pas. Ouais, parce que typiquement, ce que j'avais fait, c'est en gros, j'ai des sites web, j'ai des retours clients de trucs à faire. Et du coup, j'ai connecté avec un MCP qui récupère les demandes quand c'est pertinent, qui crée du coup des pull requests. Mais je me suis dit, des issues. Et je me suis dit, putain, est-ce que je pourrais pas passer la step au-dessus où il gère ça direct? Et tu lances un Claude avec une commande et en fait, tu peux le faire boucler sur des fonctions batch. En fait, il fait des slips, il fait des trucs. Ouais. Donc, en fait, tu peux avoir un Claude qui boucle avec des slips. Donc, du coup, ça te permet de manger pas mal de tokens. Ouais. Et il fait des calls MCP pour récupérer quelque chose. Et là, tu as une instance de Claude qui tourne. Ok. Tu peux faire, si tu précises bien dans le contexte, boucle, et tu t'arrêtes pas, il va boucler. Ok. Bon, merci beaucoup. Dernière question, promis. J'ai un peu abusé, pardon. Et ça m'est arrivé d'utiliser à une certaine époque KiloCode, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un plugin qui se greffe à VS Code directement. Et dedans, on a tous les modèles possibles. Et on peut passer par des modèles gratuits via OpenRouter, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Et même Grok, Fast, c'est pas le but, mais moi j'utilisais Claude dedans. Et je me rappelle qu'à l'époque, parce que ça est quand même coûteux, c'est au token, enfin c'est aux millions de tokens. Ouais. Et avec KiloCode, bien avant la sortie d'Opus 4.5, il donnait la possibilité d'avoir 1 million de tokens. Je ne sais pas si maintenant avec Opus ça donne plus, parce que moi j'ai arrêté, parce que ça m'a... Il y avait pas mal de zéros. Mais en tout cas, le plugin KiloCode, je pense qu'il bosse aussi, enfin c'est un truc open source, donc ils sont aussi dans la dynamique de donner un peu de la force à tous les agents. Et ils ont aussi leur paramétrage à faire, la configuration, ils ont un point kilo.json aussi pour configurer tous les MCP que tu veux utiliser. Et je ne sais pas si Claude CLI est plus puissante ou ça a le même résultat. Mais si vous n'avez pas utilisé, c'est pas grave. Pour te donner un ordre d'idée, nous, on ne conseille pas forcément d'utiliser l'extension de Cloud Code dans Visual Studio, par exemple. On conseille plus d'utiliser la CLI parce que en fait, dans la CLI, tu as un Neural Engine en plus, en surcouche, qui, elle, va avoir une meilleure adaptation et surtout... quand tu es en Visual Studio Code, par exemple, tu vas devoir linker les fichiers et derrière, il ne va pas forcément aller lire le contexte global de ton code et le contexte global de ta codebase, contrairement au CLI, où là, il va aller lire l'entièreté de ta codebase parce que de base, il va charger le Claude.md. Et en plus de ça, quand tu vas demander quelque chose, lui, il va avoir cette méthode de thinking qui va permettre d'aller balayer beaucoup plus large et d'avoir accès à tous les fichiers et tous les modules, tous les composants, tous les modèles. Et nous, on recommande justement d'utiliser la CLI. Les 2 moldus que tu as vus tout à l'heure, qui sont Maxence et Aurélien, eux, on les a mis aussi sur Terminal. Et ils ont des résultats beaucoup plus pertinents que quand ils étaient sur l'extension directement. Mais ça bug un peu la CLI. Dans quel sens? Je sais pas, au bout d'un moment, ça trouve et tout, et des fois, ça Il y a des petits problèmes graphiques. On est d'accord, ça ne m'arrive qu'à moi.
Ça ne m'arrive pas comme moi. Gabin a quelques expériences avec. Merci. Alors pour ça, tu peux soit changer de terminal, le shell que tu utilises. Moi, j'utilise Tmux avec une petite config qui permet de gérer les événements en souris. En fait, quand tu as des problèmes de refresh comme ça, avec Tmux, quand tu fais du scroll, ça freeze. Donc en fait, tu peux lire plus fluidement et tu n'as plus ces problèmes-là. Ça, c'est un peu... ça, c'est pas parfait. Et sinon, par contre, tu n'as pas besoin de l'extension de Cloud Code dans VS Code. Si dans VS Code, tu ouvres un terminal et tu lances Cloud Code, il détecte que tu es dans VS Code et tu peux avoir de la sélection. Il voit ce que tu sélectionnes avec ta souris, il voit sur quel fichier tu es. Donc ça, normalement, tu peux le faire directement depuis la CLI. Tu as juste à lancer un terminal dans VS Code et ça part direct. On arrive le chat, on arrive. Je reprends la main rapidement parce que du coup on est en live sur Twitch en même temps et il y a eu des questions dans le chat. On a une question de Zekalou, donc je sais pas si je prononce bien le pseudo, mais qui demande on peut utiliser 2 plugins en même temps. Oui, tu peux utiliser 2 plugins en même temps. Derrière, ça dépend ce que tu veux faire. Par exemple, aujourd'hui, nous, on a 3 plugins différents donc, que tu peux installer via les marketplaces directement sur CC France. Et derrière, tu peux manager tes plugins via la commande /plugin où tu vas avoir un onglet Manage qui va te permettre justement de manager tes plugins, de le désinstaller, de le mettre à jour. N'hésitez pas aussi, c'est un conseil que j'ai, c'est que nous, on met une annonce normalement sur le Discord et sur le site web de manière à vous dire on a mis à jour le WD Framework et derrière, il faut que vous alliez sur la marketplace directement en faisant /plugin et là où vous avez normalement un bouton d'update sur lequel vous pouvez cliquer et ça va resynchroniser le repo Git et vous mettre la mise à jour. On ne prend pas forcément le réflexe de le faire. Nous, on essaye de vous tenir informé au maximum. Je ne sais pas si vous utilisez d'autres plugins ou d'autres marketplaces, mais n'hésitez pas justement à aller voir ça. Donc en tapant /plugin, manage marketplace, et derrière, en fonction de la marketplace que vous avez installée, vous pouvez directement la mettre à jour. J'ai une dernière question un peu philosophique de Johnny. Donc je ne sais pas si on va pouvoir vraiment répondre, mais on va essayer. Dans quelle mesure l'usage de Cloud Code est-il susceptible de transformer la division du travail dans une équipe de développement et quel cadre de gouvernance recommandez-vous pour limiter les risques sociaux et éthiques, notamment la substitution d'emplois, l'augmentation de la pression à la productivité, la clarification des responsabilités en cas d'erreur et la protection des données et du code source? Merci Johnny pour ta question. Alors, Johnny, on m'a dit excellente question. Merci pour ta question. Je pense que aujourd'hui, on peut comparer cette révolution de l'IA avec la révolution industrielle. On se plaignait beaucoup de « Ah ben, on va être remplacé par des machines ». Au final, ceux qui bossent dans l'industrie aujourd'hui, ils sont bien contents d'avoir des machines qui portent des trucs de 500 kg à leur place. Avant, il fallait peut-être 3 ou 4 personnes pour le faire. Donc je pense que c'est une révolution. Je pense qu'il faut vivre aussi avec son temps. Il faut évoluer avec son temps et prendre l'IA comme elle vient. Comme je disais au tout départ, il ne faut pas forcément être contre l'IA. Je pense qu'il faut travailler main dans la main avec. Aujourd'hui, toi, tu vas être le cerveau. Donc tu seras toujours l'input. Et elle sera toujours l'output. Donc tu vas pouvoir décider de ce que tu envoies en entrée et tu obtiendras normalement la sortie que tu avais espérée. Après, en termes d'emploi et en termes de gouvernance, Caroline en a parlé tout à l'heure, je pense que ça va créer un gap parce qu'aujourd'hui, les entreprises, si je me mets à leur place, pourquoi investir sur un junior alors que je peux payer 200 balles par mois à un développeur et l'augmenter pour qu'il fasse 1 x 10 sur le travail? Je les comprends tout à fait. Le problème, c'est que dans 10 ou 20 ans, c'est les entreprises qui seront encore dans le domaine de la tech qui devront payer ça, dans le sens où il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas de transmission de connaissances, et donc forcément, ça va créer un gap technologique. Aujourd'hui, je pense que les écoles comme Epitech, elles sont là pour répondre à cette problématique aussi, de manière à former les jeunes, à les rendre beaucoup plus performants, et surtout à remplacer les gens qui sont aujourd'hui en société et qui ne veulent pas utiliser l'IA. Donc forcément, ça va créer un... Ça va créer une révolution, ça fera exactement la même chose qu'avec la révolution industrielle, comme je le disais avant. Et je pense que Kevin, tu peux peut-être répondre à la question aussi sur les mesures que tu mets en place aujourd'hui dans ton école pour combattre le fait qu'il y a un décalage au niveau des études, des juniors, et quelles sont tes solutions? Des solutions, il n'y en a pas 10 000. Hein. On travaille énormément sur de la sensibilisation, sur le fait que c'est hyper important de savoir utiliser l'IA et de pas se sentir asservi en fait par l'IA et qu'elle ne retire pas l'apprentissage, dans le sens où c'est un excellent outil une fois qu'on est formé, une fois qu'on est prêt à l'utiliser. Mais c'est vraiment dommage de pouvoir se retirer là, en fait, l'autonomie dans l'apprentissage et dans la compréhension de l'informatique avec l'IA. Donc déjà, on sensibilise énormément là-dessus. Et puis le deuxième point, c'est qu'on vient vérifier périodiquement pendant la formation les capacités et la compréhension de l'étudiant sur le code qu'il produit, sur le code qu'il propose, pour être sûr qu'en fait l'IA soit bien un outil
d'accompagnement et de suivi du projet plutôt de juste de création de production, en tout cas le temps des études et de l'apprentissage. Parfait. Voilà, j'espère que Johnny, on a répondu à ta question. Et j'avais une dernière question primordiale qui est apparue juste avant que je vienne, mais j'imagine que c'est quelqu'un de la salle qui l'a posée. La question, c'est on mange quand? Voilà. Donc, pour prévenir, les pizzas arrivent et vous allez pouvoir vous régaler. Il y a plein de pizzas. Voilà, Voilà. et des On boissons. remercie bien évidemment Domino's qui est en partenariat, avec nous. J'espère qu'ils nous accompagneront aussi sur les autres événements. On essaiera de diversifier les menus sur 2026. Voilà, Et je merci vous invite, je remercie tout le monde. Merci d'être venu. Je vous invite à vous avancer. Vous avez des boissons pour commencer. Les pizzas arriveront juste après. Bon networking. Merci à tous d'être venus et Claudez bien jusqu'à là. Et pour le live, merci d'avoir suivi. On était une trentaine Merci de la personnes. team, vous êtes les boss. Merci beaucoup. En espérant vous revoir très prochainement, que ça soit en ligne ou en physique. Et en attendant, je vous laisse là. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Et nous, on On va se régaler. Merci Domino's. Ciao, ciao. Ciao, ciao, des bisous.